Enfin, écoutez, passer derrière Marc Touati et par rapport à son analyse sur l'économie mondiale, c'est toujours un exercice compliqué. Reste que néanmoins, c'est le cadre dans lequel on évolue. C'est le cadre dans lequel on évolue dans une économie mondiale, qu'est-ce qu'elle est, et au milieu des États membres et en particulier la France, avec ses orientations, ses choix, ses tournants, voilà. L'objectif de la rencontre, de la discussion de ce matin, et je l'ai dit, c'est comment par rapport à ce contexte, par rapport à cette évolution qu'on maîtrise à notre niveau pas ou peu, voilà, comment on donne des perspectives, comment on permet, et c'était dit tout à l'heure d'ailleurs, l'agriculture qui a reconnu, notre agriculture qui est reconnue mondialement, la France, terre d'excellence en termes de gastronomie, voilà, c'est pas un hasard, c'est parce qu'on a une agriculture de qualité, parce qu'on a des hommes et des femmes qui le font. On a quand même tendance en France, soigneusement, en permanence, à s'auto-flageller. Si on le fait pas nous-mêmes, il y en a d'autres qui sont chargés de le faire. Donc finalement, on est dans cette espèce de spirale qui est, voilà. Reste que néanmoins, les réformes de la PAC. Alors je me souviens quand j'étais plus jeune, il y a longtemps. Tous les mois d'avril, on allait fixer les prix. Il y avait toujours des manifestations parce que les prix allaient se fixer. Aujourd'hui, les choses ont changé. C'est la réforme de la PAC. Alors, c'est vrai on peut toujours le dire. Hein, c'est vrai qu'on a à peine touché l'argent de la PAC en cours, qu'on est déjà en train de renégocier la suivante. Mais reste que néanmoins, on est sur un monde qui évolue. Et je pense que par rapport à ça, et l'objet de ce matin, c'est bien que chacun à ses niveaux, chacun a ses responsabilités, on puisse échanger, parce que les rendez-vous ratés ou moins réussis ont un impact considérable sur la situation des hommes et des femmes sur le territoire. Donc voilà. Donc c'est important qu'on prenne le temps d'échanger, d'écouter, de voir quelles sont les pistes, quelles sont les marges de manœuvre, et comment dans un contexte, il faut le dire aussi, hein, dans un contexte où l'agriculture souffre, où on voit souvent les titres des journaux avec des revenus qui sont pas très élevés, eh bien, alors qu'on parle de millions, de milliards de PAC, voilà. Donc l'articulation au service des hommes et des femmes, de l'agriculture de qualité, des territoires, c'est tout des positionnements. Et si nous on le fait pas, d'autres le font. Et donc voilà. Donc on le dit souvent, mais vaut mieux être acteur que spectateur dans ce genre de choses. Donc voilà. Donc je pense que et je salue la présence de Christian, et je pense que c'est important, Christian de Serre, le président de la Chambre régionale, parce que c'est aujourd'hui un dossier qui est entre autres régional, puisque les régions ont revendiqué le soin de s'occuper de la PAC, avec un cadre national, mais avec aussi une approche régionale, et la Chambre régionale, avec le Conseil régional, avec la DRAF, ne ménage pas sa peine pour essayer de se positionner déjà, d'essayer de comprendre, et puis de travailler pour qu'on soit force de proposition, parce que d'autres régions le font, d'autres régions sont aussi très bien organisées, et quelque part, il y a quand même derrière tout ça une forme de compétition. Donc c'est important qu'avec les acteurs qui sont ici, on puisse échanger, qu'on puisse voir ce qui se fait, voir ce qu'il y a à faire, le calendrier, les rendez-vous, et comment on optimise au maximum ces rendez-vous. Donc voilà, donc je pense que Christian, enfin David, je pense que Christian, il faut qu'il intervienne sur l'approche de la Chambre régionale, sur le travail qui s'est déjà fait, et sur celui qui est en cours et celui qui reste à faire, bien entendu. Comme tu dis, Bernard, hein, derrière le tour planétaire de l'économie et de sa complexité, parler de la PAC au niveau local, et notamment en BFC, ce n'est pas un exercice très facile. Peut-être quelques mots pour revenir sur le travail que tu appelles. Enfin, c'est votre métier, c'est votre compétence, c'est votre spécialité. Il a été parlé d'économie par la clé d'entrée financière, avec tout le côté, quelquefois, vous l'avez parfaitement démontré, un peu virtuel, un peu surréaliste, de la façon de gérer la finance publique. Voilà. Je pense que ce qui manque terriblement aujourd'hui au monde agricole, c'est une véritable politique. Je me tourne vers les deux députés européens, mais je crois qu'on partage un peu ces points de vue. C'est une véritable politique agricole telle qu'elle est née. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on voulait en faire
et ensuite seulement, on lui en donnait les moyens. Et bon, je me permets peut-être juste de le rappeler pour les plus jeunes, la PAC, c'était garantir à l'Europe, à l'époque à 6 pays, l'autonomie et l'indépendance alimentaire. Enfin, ça me semble important. Pour y arriver, on mettait en place quelques principes finalement assez simples. Vous avez fait allusion à Trump et à l'Amérique. L'Europe, du moment, avait décidé qu'elle se protégeait, qu'elle taxait ses importations et voilà, qu'elle assurait la protection de son marché. Aujourd'hui, la PAC dont on va parler ce matin n'a plus guère grand-chose de politique, en tout cas de ce que j'en perçois. Ça me paraît assez peu lisible. C'est devenu une enveloppe budgétaire et la nature même de la trajectoire a perdu et de l'ambition et de la lisibilité. Donc très vite, j'essaye de rebondir sur ce que demande Bernard. C'est aujourd'hui, comment il faut qu'on s'organise? C'est préserver malgré tout, parce que malheureusement, un certain nombre de secteurs importants en volume d'hectares et en voilure économique sont désormais devenus complètement tributaires du soutien public. Mais attention, hein, tributaires, on pense aux agriculteurs, mais derrière les agriculteurs, c'est toute l'économie rurale qui va être impactée par les choix, les arbitrages finaux qui vont être faits dans la prochaine PAC. J'envie la viticulture française, la capacité d'organisation qui a été la sienne, son refus de mettre le pied dans la porte de soutien public, comme un certain nombre d'autres productions. Je pense au lait transformé sous signe de qualité, les comtés, les reblochons, etc., etc. Mais pour une grande partie de l'agriculture française de masse et en macroéconomie importante, le niveau de dépendance à des soutiens publics nous fragilise dangereusement. Voilà. Donc c'est d'abord préserver un budget européen. On écoutera évidemment avec intérêt les deux parlementaires européens. Ensuite, c'est que, il ne faut pas se raconter d'histoire, hein. Chaque État membre va se défendre avec plus ou moins de vigueur et d'efficacité pour essayer de mobiliser le meilleur budget pour son pays. Et quand on connaîtra le montant du ticket pour l'État membre France, ne nous racontons pas d'histoire, s'ouvrira une bataille d'empoignade entre les productions et les régions françaises pour essayer d'être le mieux positionné pour préserver localement et en proximité le budget le plus conséquent. Voilà. Je crois que, quoi qu'on en dise, tout ne se décide pas ni à Bruxelles ni à Paris, que les régions, les lieux de décision de proximité peuvent quand même avoir de l'influence. Je prends deux exemples dans la dernière PAC. La surprime des 52 hectares, c'était quand même pas un propos qui faisait consensus partout sur le territoire. Ça rendait service quand même à certaines régions. Et comme c'est un jeu à somme nulle, ce que les uns gagnent, les autres le perdent. Donc moi, je me souviens, voilà, et ça m'a marqué. Puis Jean-Pierre, à l'époque, tu étais président de la FNB. Tu te souviens de la surprime aux premières vaches allaitantes qui était décroissante. Et selon qu'on est dans le Cantal avec un troupeau de vaches allaitantes, pour prendre un exemple, ou dans la Saône-et-Loire, la Nièvre ou l'Allier, là où était réglé le curseur, c'était quand même très différent. Donc voilà, partant de ces quelques constats et en toute simplicité, on va essayer, est-ce qu'on essaye qu'on réussit, mais en fait ce qu'il y a de sûr, c'est que si on ne tente pas, on est à peu près sûr aussi de se casser la figure. Sur le deuxième pilier, dans la précédente réforme, celui qui soutient, sur lequel on a directement de l'influence en région maintenant. Quand la Bourgogne, je parle que de la Bourgogne, moi je ne connaissais pas la Franche-Comté à l'époque, a été dotée de 1 euro par actif agricole, la Bretagne, c'est parce que c'est la Bretagne, était dotée de 2,20 € par actif agricole.
Alors, c'est pas que les Bretons n'aimaient pas les Bourguignons, mais c'est que les Bretons ont quand même observé suffisamment en amont les clés de répartition pour préaffecter les enveloppes en région et qu'ils ont poussé leurs intérêts, et c'est bien légitime. Voilà. Et les critères retenus pour affecter ces enveloppes, ça a été le nombre d'actifs agricoles, la densité des industries agroalimentaires. Enfin bref, on voit ce que ça donne sur un territoire comme la Bretagne. Donc il n'est pas question d'en vouloir à une région française d'avoir bien défendu ses intérêts, mais je pense que nous, indépendamment de la diversité de nos productions, de nos sensibilités, peut-être de l'historique de nos départements, il faut coûte que coûte dans cette affaire jouer collectif pour défendre la ferme BFC. Ça peut apparaître mercantile, réducteur, surtout quand on vient de faire un aussi vaste tour d'horizon, mais à la fin du match, il y a quand même des gens qui s'en tirent un peu mieux, d'autres un peu moins bien. Il vaut mieux opter pour le camp qui sera... Voilà, donc Bernard l'a dit, on a essayé de mettre en place, enfin on n'a pas essayé, on a mis en place, et je pense que, voilà, il y avait aussi eu deux tendances. Est-ce qu'on prend le risque de tout mettre à plat et de bien connaître nos forces, nos faiblesses et les dotations de chacune des productions? Il y avait dans nos rangs des gens qui disaient « Allez pas mettre le nez là-dedans, on va tous se diviser ». La peur n'évite jamais le danger. On a opté pour travailler. Il s'est mis là sur les 14 derniers mois une méthode de travail qui lie solidement les services de la DRAF, du Conseil régional, de la profession agricole. Désormais, il y a un réel partenariat, une coopération active. On a désossé tous les soutiens publics. On voit les secteurs fragiles, ceux qui le sont moins. Bref, on a des outils. On a initié la réunion du 14 octobre qui associait députés européens, mais aussi l'ensemble des parlementaires de BFC, bien sûr les conseils départementaux, parce que demain se jouera aussi les questions de cofinancement. Au fonds européen, il faut amener des fonds nationaux et de collectivités. Enfin bref, il y a un vrai travail préparatoire sur lequel on sent qu'il se soude d'une vision de plus en plus partagée. On a eu l'occasion de se déplacer 2 fois à Bruxelles, de recevoir la délégation de la commission de députés de la commission agricole. Je ne dis pas que tout ça fait qu'on s'en tirera bien, mais je pense que c'est mieux de s'y prendre comme ça que de subir au dernier moment une situation qu'on n'a pas vu venir. Voilà, j'en termine en disant que quand on se met un peu dedans, on commence bien de pressentir un peu l'ossature de ce qui risque, de ce qui se prépare. C'est, vous l'avez dit, notamment par rapport au sujet Brexit, mais Brexit ou pas, il y a une réelle incertitude sur la voilure, le maintien de la voilure du budget européen, et il y a incontestablement 2 changements qui se dessinent. C'est la prochaine PAC sera encore plus verte, mais si elle est encore plus écologique au sens noble et pragmatique du terme, ça n'a rien d'inquiétant. Je pense que les paysans sont les premiers à le souhaiter. Si c'est une écologie conceptuelle, dogmatique, comme ce que vous avez dit, la taxation pour se donner bonne conscience sur l'environnement sans savoir à quoi sert la taxe et quelquefois pourquoi on l'a mis, si ce n'est boucher des trous. Donc moi j'ai une crainte quand même sur le verdissement s'il n'est pas pragmatique, en sanctuarisant des situations. Et ça, il y a beaucoup de gens qui pensent pour le monde agricole, pas pour d'autres secteurs professionnels, ce serait une erreur. Voilà. Et puis, attention à quelque chose sur lequel, à mon avis, on n'est pas suffisamment lucide, non pas individuellement dans les exploitations, mais collectivement dans nos filières, c'est les programmes opérationnels. Dit en des mots plus compréhensibles, c'est la volonté d'accorder une partie du soutien qui soit suspendue et liée à l'efficience de l'organisation de toute une filière, avec pour objectif une répartition plus équitable des marges entre chacun des différents acteurs. Quand on est en Saône-et-Loire
et qu'on connaît le secteur de la viande bovine, il faut regarder ça de près et pas somnoler. Voilà, ça me paraît très important et je partage. Enfin, ce dernier point, je le dis parce que ce matin, j'entendais des départements et des expressions de responsables agricoles qui disaient dans la loi Egalim, concernant la prise en compte de nos coûts de production, ça n'avance pas. Dans la loi Egalim, il y avait aussi le repas végétarien une fois par semaine. Ça, c'est mis en œuvre. Donc, ne sous-estimons pas les tendances qui sont données par un texte de loi, par une direction. Il y a, dans la phase qui est perçue comme pénalisante dans le quotidien de la vie d'un agriculteur, la loi va probablement s'appliquer. Dans ce qui fonde des espoirs à moyen terme, c'est plus incertain. Puis j'en termine sur votre dernier slide, les stratégies anti-crise. Elles s'appliquent de façon générique et à tout le monde. Elles s'appliquent aussi à nous les agriculteurs avec un double enjeu. Ça s'applique dans nos exploitations à titre personnel, quelque part dans la vie locale avec la CUMA, avec un groupement d'employeurs, avec je ne sais quoi encore. Et ça s'applique aussi à nos filières dans une obligation de s'organiser et de jouer collectif. Voilà. Merci Christian. Alors j'aimerais bien entendre, on a la chance d'avoir Arnaud Danjean et Jérémy Dosserre, hein, tu l'as dit Bernard, on a 2 députés européens. Justement, votre vision alors, sur ce qu'a dit Marc Toiti, les propos de Bernard, là, les enjeux évoqués par Christian Dosserre sur soit la structuration des filières, sur la PAC, le Brexit, comment vous deux, Arnaud Danjean, vous étiez déjà député européen, Jérémy, tu viens d'être élu, quelle est votre vision à tous les deux sur ce qui est un petit peu devant nous? Alors je sais qu'Arnaud, vous êtes notamment sur les questions de défense et les questions internationales, donc je pense que les propos de Marc, la vision que tu as donnée, toi Marc, de l'international, est assez éclairante. Voilà, quels est vous un peu les points de vigilance ou votre vision sur tout ça? D'abord, en vous remerciant de l'invitation, évidemment, de la qualité de l'exposé qui vient d'être fait. Revenir sur là où, effectivement, Christian a terminé, ou Marc Toiti a terminé, les conclusions qui étaient sur les stratégies anti-crise. Moi, je partage effectivement tout à fait ce qui vient d'être dit, à savoir que le modèle qui est proposé est tout à fait applicable à l'agriculture et à l'agriculture chez nous. Et je voudrais prendre plusieurs petits points. Je vais commencer par un point qui est un gros morceau sur lequel on va travailler avec Jérémy parce qu'on est dans la même commission parlementaire qui est celle du commerce international, la dimension internationale. Je vois une évolution qui m'inquiète beaucoup. Marc Toiti a évoqué, pour le moquer, il a bien fait, le fait qu'on voyait revenir des concepts qu'on croyait complètement disparus ou invalidés par l'histoire, genre il faut revenir sur la propriété privée, ce qui est quand même quelque chose d'assez aberrant quand on y pense, économiquement et politiquement parlant, et même philosophiquement parlant. Moi, je voulais dire, sans qu'on arrive à cette extrémité-là, je vois se développer chez nous, ici même, et moi parfois, un sentiment, replions-nous sur nous-mêmes et ne commerçons plus avec le reste du monde. Parce que parfois on confond l'instrument avec la politique plus générale. Les traités de libre-échange, tels qu'on les a beaucoup connus, sont à revoir. On est tous d'accord là-dessus. Et je vois qu'il y a beaucoup de manifs, que tout le monde prend position. C'est devenu le démon absolu, les traités de libre-échange. Il faut sans doute revenir sur ces outils-là qui ne sont plus adaptés à la donne telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ils ne sont plus adaptés écologiquement, on pourra y revenir. Ils ne sont plus adaptés pour certains types de production. Ils ne sont plus adaptés aussi, j'allais dire, sociétalement par rapport aux exigences des consommateurs. Mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Le traité de libre-échange, c'est qu'un instrument, un des instruments du commerce international. Et en se focalisant uniquement dans nos revendications sur les traités de libre-échange, on oublie tout ce que le commerce international apporte par ailleurs, y compris pour nous. Parce que si vous voulez que l'agriculture de demain, y compris en Saône-et-Loire, elle se passe du marché international et de l'exportation, je vous souhaite bon courage. Parce que là, les clés sous la porte, ça va être au-delà de ce qu'on connaît encore aujourd'hui, qui est déjà dramatique. Donc voilà, ça c'est un premier point. Il faut qu'on fasse attention. C'est une réflexion qu'il faut qu'on ait collectivement. Mais dans les combats qu'on mène
à juste titre, sur l'inéquité, sur les problèmes de réciprocité, sur les problèmes environnementaux, sur les problèmes sociétaux que posent les traités de libre-échange, j'ai bien sûr CETA et Mercosur en tête, il ne faut pas que ça obstrue notre horizon sur ce que doit être une vision offensive, et pas seulement défensif et claquemuré, du commerce et de la dimension internationale. Et ça, moi, ça m'inquiète un peu parce que j'ai l'impression qu'en France, comme souvent d'ailleurs, on va un peu vite en besogne, et quand on veut critiquer un des pans du système, on critique tout à la fois, et comme je le disais, on jette le bébé avec l'eau du bain. Pardon. C'est révélateur. Mais donc voilà, ça c'est un point, et vous notiez à juste titre que le développement international, il doit être partie prenante d'une stratégie offensive pour gagner de la valeur. Et aujourd'hui, si vous enlevez la dimension internationale, je peux vous dire que la valeur, elle en prend un coup. Le deuxième point que je relèverais, c'était sur la partie niche, que moi j'appellerais la partie qualitative, qui, je pense, est aussi quelque chose d'extrêmement important. Je lisais dans un journal hier en rentrant deux petites brèves qui m'ont amené sur le débat d'aujourd'hui, alors que ce n'était pas forcément spontanément évident. Deux choses qui étaient côte à côte et qui n'ont pas été relevées, parce que c'est anecdotique, mais je crois que c'est des anecdotes significatives. Première anecdote, c'était, on nous parlait d'investissement considérable qui était fait aux Émirats Arabes Unis, je crois que c'était à Dubaï, soit c'était aux Émirats, soit au Qatar, en tout cas c'était dans la péninsule arabique, pour recréer artificiellement les conditions d'élevage du saumon en Atlantique Nord. Un truc qui n'a rien à voir avec le... Mais ils sont en train de créer des unités de production de saumon avec des technologies qui recréent les courants, les forces marines et les conditions de salinité et tout de l'Atlantique Nord. Donc ils veulent faire du saumon norvégien aux Émirats Arabes Unis. Alors ça nous fait tous sourire, sauf qu'ils vont le faire, ils vont mettre des moyens considérables et ils vont créer des débouchés, ils vont se créer des débouchés. Donc ça, on peut en sourire, on peut dire ils sont tarés, ils sont fous, et c'est pas l'avenir. Il se trouve que pour un certain nombre de gens, y compris d'investisseurs, ça va être l'avenir, et de consommateurs aussi. La deuxième anecdote que je reliais à ça, c'était de dire, il y a une étude qui vient de sortir, en France, et c'est en France, la pause déjeuner sert de moins en moins à déjeuner. Là aussi, ça peut paraître complètement, on en rigole et tout, mais ça veut dire qu'on est en train en France de s'aligner sur le régime ou mode alimentaire d'un certain nombre d'autres pays, donc pays européens, pour lesquels, pour parler vulgairement, la bouffe, ça compte plus beaucoup. Et en particulier la qualité, la quantité et la qualité et le temps passé à se nourrir. Pourquoi je vous mets ces deux anecdotes sur la table ? Sans tirer de conclusion définitive, évidemment, mais je trouve qu'elles sont éclairantes pour deux choses, parce que ça vient nous titiller sur des arguments que nous, je dis nous, collectivement, hein, en Bourgogne ou en Saône-et-Loire, on emploie pour défendre notre agriculture et nos produits et nos terroirs. C'est de dire, on est dans une activité agricole qui est non délocalisable. Et ben, j'allais dire si, malheureusement, avec la technologie, la science, même la science dévoyée, on est sur du délocalisable et on ne peut pas exclure que demain, des productions qu'on fait ici vont être faites ailleurs, même dans des endroits complètement improbables en termes de topographie, de climat ou autre. Et donc attention à ça. Le côté on est sur du non délocalisable risque de ne pas résister à certaines évolutions technologiques. Il faut qu'on soit conscient de ça. La deuxième chose, c'est par rapport à... il faut qu'on continue pour nourrir la planète. C'est vrai, mais on voit bien aussi que la nourriture, dans un certain nombre de sociétés, va devenir quelque chose, si ce n'est de marginal, attention, hein, faut pas, mais quelque chose qui, relié d'ailleurs au fait qu'on va se nourrir avec des choses peut-être moins directement alimentaires au sens lourd du terme, au sens traditionnel du terme, peut devenir quelque chose de secondaire dans notre culture, en tout cas occidentale. Et c'est déjà le cas très largement, par exemple, en Europe du Nord. Hein, le rapport aux produits alimentaires en Europe du Nord n'est pas du tout celui que nous avons. Eux, ce qu'ils veulent, c'est de la sécurité alimentaire. Dès lors que c'est à peu près sûr et sain, ils prennent. Mais par contre, si c'est raffiné, pas raffiné, qu'il y a de la valeur derrière, du terroir et tout, ils s'en foutent un peu. Ça nous oblige, nous aussi, à intégrer ça dans nos réflexions. Je le dis, c'est plus des questions, hein, encore une fois, que des choses définitives. Mais ça vient titiller, encore une fois, des argumentaires qu'on développe. Cela étant posé, moi, je voulais vous dire deux autres choses, et puis après, je m'arrête là. Premièrement, une chose très générale. Sur le contexte européen, Marc Toiti a balayé très brillamment, évidemment, tous les aspects, j'allais dire, économiques et financiers. Moi, c'est évidemment pas mon rayon et j'irai
évidemment pas chercher des contradictions dans ce qu'il a pu présenter. En revanche, sur l'aspect peut-être plus institutionnel, qui est notre rôle aussi là où on est situé avec Jérémy, vu du Parlement européen, moi je dois vous dire que ce qui me frappe aujourd'hui, je l'ai déjà dit à certains d'entre vous en aparté, c'est pas tellement qu'on a devant nous des difficultés. On a toujours eu des difficultés, il y a toujours eu des difficultés. Moi, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est l'imprévisibilité, l'incapacité qu'on a, en tant, nous, que très modeste, mais pour les autres, c'est encore pire, pour des présidents, pour des ministres ou des commissaires européens, la difficulté qu'ont les décideurs publics à anticiper et à s'inscrire dans une trajectoire, tu le disais, Christian, qui donne un peu de lisibilité. On navigue à vue. Alors, il y a sans doute plein de problèmes liés à l'offre politique, à la formation politique, à tout ce qu'on veut. On peut critiquer ça. Mais c'est lié aussi à un contexte qui est extrêmement volatile. Difficile d'avoir des certitudes, ne serait-ce que par rapport à quelque chose. Le Brexit, ça fait 3 ans que ça dure. Tous les 2 mois, c'est repoussé. On est incapable. Mais ça a des conséquences énormes. Énormes, ne serait-ce qu'institutionnellement. Tant qu'on n'a pas le Brexit, on ne peut pas ficeler le budget européen. Tant qu'on n'a pas le Brexit, on ne sait pas dans quel cadre on évolue précisément. C'est un des éléments d'incertitude. La Commission européenne, on va voter pour sa mise en place la semaine prochaine à Strasbourg. Ça devrait passer ric-rac, mais ça va passer. Et donc, on peut dire qu'à partir du 1er décembre, on aura enfin une Commission européenne. Après tout, ça ne sera qu'un mois de perdu par rapport au délai initial. Sauf que dans le mois de perdu, sont remontés à la surface des tas de tensions qui vont peser sur la façon dont ça va fonctionner à l'avenir. Le budget européen, ça va nous prendre toute l'année prochaine pour le négocier, parce que tu l'as dit, Christian, ça va être des négociations très très compliquées, avec un budget qui est un budget non seulement, d'habitude il est constant, ce qui n'aide pas, mais il va être en baisse avec le Brexit, fatalement. Il y a une baisse mécanique du budget européen. Les États membres ne veulent pas compenser le départ des Anglais par une hausse de leur contribution. On sait que le budget européen, je vous le rappelle, ne fonctionne que sur la contribution volontaire des États membres. Si les États membres décident de ne pas porter leur contribution à 1,3 comme on le demande, mais qu'ils la gardent à 1, 1,1, il n'y aura pas d'augmentation de budget. Mais il y a de plus en plus de choses qu'on demande à l'Europe de faire. Donc là-dessus, les négociations vont être extraordinairement compliquées. Donc l'imprévisibilité, la volatilité, les forces politiques sont également, je le dis, au Parlement européen, je suis frappé, moi, j'y ai déjà fait 10 ans. Je pensais que c'était une bonne garantie pour être vite en fonction et vite opérationnel. Je découvre aujourd'hui un Parlement européen tel que je n'en ai jamais connu. 66%, c'est très bien, il y a du renouvellement, bienvenue Jérémy, 66% de nouveaux, mais tu as pu le constater dès tes premières semaines, des groupes politiques plus indisciplinés que jamais, des incohérences politiques très fortes ou des différences qui ne sont plus des différences idéologiques ou partisanes, mais qui sont des différences de pays. Et ça nous renvoie à ce que je vous disais sur le commerce international. Avec Jérémy, on siège tous les deux en commission commerce international. On n'est pas dans le même groupe politique, mais là-dessus, on a plutôt un drapeau français. Je peux vous dire qu'on est très minoritaire. Jérémy, il est minoritaire au sein de son groupe, et moi, je suis minoritaire au sein de mon groupe. Quand Jérémy monte, je ne veux pas faire de procès aux uns aux autres, quand il monte au créneau dans son groupe pour défendre les produits agricoles par rapport au traité de libre-échange, il est exactement dans la même position que moi quand je monte au créneau pour défendre les productions agricoles dans mon groupe politique, dans les traités internationaux. On est minoritaire. Il faut le savoir. Il faut le savoir. On peut toujours, entre nous, se prêcher entre convaincus et puis se gargariser de dire on va y aller, ils vont voir ce qu'ils vont voir. Oui, ils vont voir ce qu'ils vont voir. Quand on se retrouve que les Français d'un côté et tous les autres de l'autre, qui nous regardent comme ça en disant mais c'est pas de notre faute si vous n'êtes pas compétitif, c'est pas de notre faute si vous avez peur du grand large, c'est pas de notre faute si votre modèle ne marche pas. Ça pose des vraies questions, au-delà de l'insatisfaction. N'oubliez jamais, ceux avec lesquels on a des difficultés sur les traités de libre-échange aujourd'hui, les pays du Nord en particulier, c'est des pays qui ont quasiment le plein emploi, une dette publique à peu près 2 fois moindre que la nôtre, et qui ont de la croissance. Et nous qui avons un taux de chômage record, des taux de prélèvement obligatoire record, une dette publique record, on vient leur dire « Ah non, mais nous, votre modèle économique, on n'en veut pas. » Ils nous disent « Vous avez peut-être libre à vous de ne pas en vouloir, mais venez pas nous dire que le nôtre, il ne marche pas. » Or, le leur, il est tiré très principalement par le commerce international. Je ne dis pas qu'ils ont raison, que nous avons tort, mais je ne dis pas le contraire non plus. Et il ne faut pas aborder le débat en arrivant plein de certitudes, en leur disant « Vous avez tort, nous, on a raison. » Vous voyez, c'est le genre de choses qu'on va avoir à gérer qui sont extrêmement complexes. Je finis sur l'aspect uniquement PAC.
pour donner tout à fait raison à Christian, il va y avoir l'aspect budgétaire, évidemment. Au-delà de l'aspect budgétaire, moi, il y a 2 points qui m'inquiètent sur la future PAC, sur lesquels il faudra se battre, et ça, Jérémy sera en commission agri bien mieux placé que moi pour le faire. Le premier point, c'est la subsidiarité, ce gros mot, mais qui est très important. En gros, c'est savoir où on met le curseur entre ce qui doit rester commun, le socle commun de la politique commune agricole, et ce qui doit revenir à de la souplesse et à de l'ajustement. C'est important pour nous, y compris territorialement, parce qu'on a des spécificités territoriales très fortes ici, en particulier tout ce qui concerne l'élevage bovin, que plein d'autres pays n'ont pas, dont ils ne voient pas l'utilité, dont ils ne voient pas l'intérêt. À nous de défendre ça. Et ça, il faut que la PAC nous autorise à faire des choses en plus pour nos élevages spécifiques, pour nos productions spécifiques. Mais quand on demande de la subsidiarité, il faut être toujours conscient que plus on demande de subsidiarité, plus ça détricote quelque chose de commun. Et le détricotage de quelque chose de commun peut nous être défavorable aussi. Parce que ça veut dire que ça introduit des dérogations, ça introduit des inégalités et ça introduit une souplesse qui peut nuire à notre compétitivité aussi, parce que les autres vont en tirer parti sur d'autres aspects. Ça, c'est le point. Puis le dernier point auquel il faudra être vigilant, c'est tout ce qui concerne effectivement l'enveloppe, l'enveloppe de base sur le soutien à la production. Oui, heureusement, c'est vraiment la base et il faut la garder. Moi, je m'inquiète de tout ce qui ne sera pas mis dans 2 aspects importants, qui est l'assurantiel. L'assurantiel, parce que je pense quand même que c'est aussi l'avenir d'avoir une souplesse de la PAC qui permette de pallier les aléas économiques, climatiques ou autres. Et deuxièmement, tout ce qui est, et tu l'as fort justement rappelé Christian, l'organisation de filière, l'optimisation des organisations. Quand je dis organisation de filière, ce n'est pas simplement l'organisation de la filière proprement dite, c'est tout ce qui concerne aussi les interprofessions, tout ce qui permet aux producteurs de peser dans la chaîne de valeur. Et ça, il y a des choses, mais ça n'augmente pas substantiellement ni en argent, ni en concept dans la PAC qui est proposée. Donc ça, il faudra être très vigilant là-dessus. Pardon, j'étais un peu long, mais c'est à peu près ce que je voulais mettre sur la table. Jérémy, tu fais partie, on l'a dit, qu'il y a eu un fort renouvellement dans les instances européennes. Tu fais partie du nouveau député européen. Il y a quelques semaines, tu es venu avec tes collègues de la commission des affaires agricoles du Parlement en Bourgogne-Franche-Comté. Vous avez fait le tour d'un certain nombre de départements. Je crois que l'idée, c'était de montrer à tes collègues, notamment du nord de l'Europe, alors, je ne sais pas si c'est le modèle, parce qu'effectivement, Arnaud a dit que c'est compliqué des fois d'aller donner des leçons à des autres, où ils vont dire, mais bon, vous êtes bien gentil, mais votre modèle ne nous a pas démontré forcément sa confiance. Enfin, comment toi, tu vois aujourd'hui, par rapport à ce qu'a dit Arnaud, l'organisation du Parlement, la place de l'agriculture dans le débat européen, et puis peut-être comment tes collègues finalement ont vécu leur séjour en Bourgogne-Franche-Comté. Enfin, je ne sais pas si ça doit vous rassurer, mais sur ce que vient de dire Arnaud, je souscris tout à fait aux éléments de contexte qu'il a pu apporter, et puis aussi à ce qu'on devra faire. Et sur ces thématiques-là, que sont l'agriculture ou le commerce international, on n'a aucune raison de ne pas être d'accord et de ne pas travailler ensemble, ne serait-ce que pour essayer de rendre à notre territoire les choses un peu plus faciles et à notre agriculture. Je vais m'arrêter plus spécifiquement sur l'agriculture parce que toutes les autres choses ont déjà été bien évoquées. Pour reprendre ce que disait Marc Toiti, c'est pendant les crises qu'il y a aussi des possibilités et des opportunités. S'il y a bien un secteur qui est en crise en Europe, c'est bien le secteur agricole. Et donc, au travers de la prochaine politique agricole commune, au-delà du fait de ne pas non plus tout révolutionner, je pense qu'il faut qu'on essaye d'y apporter des dispositifs nouveaux et qu'on essaye de redonner du sens aussi à cette politique et une stratégie à l'agriculture européenne. Christian le disait tout à l'heure, si la politique agricole commune elle a marché quand elle a été créée en 62, c'est parce qu'il y avait un objectif clair derrière tout ça, et puis une stratégie, notamment autour de la souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, ce qu'on trouve dans la PAC, c'est des aides à l'hectare, des aides pour maintenir un troupeau allaitant correct, des aides aussi pour indemniser des territoires un peu plus, j'allais dire, difficiles.
mais le sens derrière, pour qu'il soit compris aussi par l'ensemble des Européens et de la société, il n'est pas très visible. Et à contrario, ce qui est peut-être un petit peu inquiétant aussi en Europe aujourd'hui, c'est qu'il y a des objectifs qui sont peut-être pas plus précis, mais des objectifs qui sont en tout cas plus mis en avant autour de l'écologie, autour de l'environnement, autour du climat, autour du commerce international. Et donc, du coup, l'agriculture dans tout ça, on lui dit, la seule ambition qu'on a aujourd'hui au niveau européen, en tout cas celle du Conseil et de la Commission, c'est de dire on va baisser le budget de la PAC parce qu'il n'y a plus de sous. J'ai beaucoup de difficultés à penser qu'on puisse atteindre nos objectifs en matière de commerce international et en matière d'écologie, de climat et d'environnement si on tue notre secteur agricole. Donc ça, il faut qu'on arrive déjà, je pense, une de nos premières missions, mais peut-être que je me trompe, mais c'est aussi faire comprendre à tous ceux qui sont très très véhéments sur les questions de commerce international et d'écologie, leur dire que sans le secteur agricole, sans retrouver une stratégie pour ce secteur-là, nous n'atteindrons pas ces ambitions. Et sur le commerce international, juste pour s'arrêter aussi sur ce sujet-là, sur lequel on travaille avec Arnaud, à mon avis, tant qu'on traitera l'alimentation et l'agriculture de la même manière, dans le même cadre que tout le reste des autres biens, eh bien, on aura quand même du mal à être cohérent. Et donc, ça, pour le coup, je souscris aussi tout à fait à ce qu'a dit Arnaud. Les pays du nord de l'Europe ne sont pas prêts à l'entendre, ou en tout cas ne réfléchissent pas comme ça. Ce sont les mêmes pays d'Europe qui nous empêchent aussi, dans la politique agricole commune, de mettre des outils qui pourraient justement permettre d'organiser les filières. Et donc, voilà, on va avoir à composer avec eux. Il faut... Tu me demandais ce qu'on peut retirer du déplacement des députés en France, c'est que malgré tout, dans certains pays qui ont juré que par l'ultralibéralisme, ils se rendent compte aussi que pour leur secteur agricole, ça a eu aussi des effets dévastateurs. La production laitière aux Pays-Bas, qui était un des pays qui demandait le plus véhément la sortie des quotas laitiers, leur troupeau laitier s'est cassé la gueule aussi. Je ne dis pas qu'il ne reste pas des agriculteurs qui tiennent la route en élevage laitier aux Pays-Bas, mais ils ont cassé un nombre de vaches impressionnant pour pouvoir en arriver là. Donc du coup, ces pays-là, il y avait notamment dans la délégation un Néerlandais, quand tu vas lui montrer la filière comté, quand tu vas lui montrer d'autres filières laitières et puis même d'autres filières allaitantes, voilà, il sent aussi que la construction de filières, enfin la structuration des filières, ça peut être aussi un atout. Alors je ne dis pas qu'on les a tous convaincus, mais en tout cas ça a permis aussi de montrer ce que pouvait être une filière un peu organisée, pas toujours efficacement, hein, mais organisée quand même, et ce que ça pouvait du coup aussi... comment la PAC devait ou pouvait aussi essayer du coup de mettre de l'argent sur ces filières-là. Et donc du coup de jouer son rôle aussi de protection. Parce que bien sûr, il n'y a pas plus libéraux que les Américains. Mais par contre, le jour où ils veulent se protéger, non seulement ils le font, mais ils le font parce qu'ils ont les outils pour le faire. Nous, on a dit on va sur le marché libéral en oubliant, à mon sens, de créer les outils pour se protéger. Donc voilà un peu moi comment... Enfin, plein d'autres choses à dire, mais comment déjà le constat je le fais, et sur encore une fois la visite des parlementaires européens, c'était aussi pour leur faire toucher du doigt des spécificités franco-françaises, mais qui peuvent à l'avenir, si on a aussi une stratégie alimentaire et agricole, peuvent servir d'exemple pour la prochaine politique agricole commune. D'accord, merci Jérémy. Alors on a parlé de PAC, on a parlé de filière, on a parlé d'élevage allaitant. Alors je vais me tourner vers toi, Jean-Pierre, voilà, toi qui suis ces dossiers-là, qui est très impliqué au niveau d'Internet. Les enjeux qui sont devant nous, la PAC, le Brexit, l'organisation des filières, voilà, quelle est ta vision sur ce sujet? D'abord, merci pour cette invitation. Alors, je pense que je vais avoir des propos assez réalistes, froids, voire glaciaux. Je pense que dans tout ce qui se dit depuis tout à l'heure, et j'ai écouté attentivement la présentation de Jean-Marc Toiti, j'ai l'impression que ce qui manque dans tout cela, c'est le sens. Finalement, où va-t-on? Redonner le sens. Donc je pense que pour bien redonner le sens, il faut d'abord savoir d'où on vient.
Et je pars du principe aujourd'hui, je pèse mes mots, mais je l'assume, nous sommes avec un élevage allaitant en état de faillite virtuelle. Il faut se le dire. Ce n'est pas un drame, ça veut dire qu'on peut rebondir. À partir du moment où on en a fait le constat, ça veut dire qu'on pourra rebondir. Mais il faut d'abord en faire le constat. Pourquoi on en est arrivé là? Alors sans doute, on est sans doute à la fin d'une histoire de la PAC sous sa forme actuelle. 30 ans d'histoire de la PAC, 90-2020, avec une PAC qui, globalement, a donné des orientations, et je pense que beaucoup d'entre vous s'y retrouveront, des orientations qui ont été faites finalement pour que l'agriculture rentre de plein pied dans la mondialisation. On était dans un modèle protégé dans les années 90. Bernard Lacour l'a très bien dit tout à l'heure. On avait une politique de prix en Europe. Et les plus anciens se rappellent, tout le monde avait l'oreille au transistor à l'époque, des prix qui étaient fixés par les ministres au mois de juin. Il faut se rappeler de ça. C'est fini tout cela. Et je pense qu'il y a la nostalgie de ce passé aujourd'hui qui est encore là, présent dans les esprits. Alors, finalement, ça nous a amené où? Ça nous a amené progressivement à entrer dans la mondialisation, progressivement, lentement, sournoisement. Alors, moi, j'appelle ça un poison lent. Ça s'est fait lentement et sûrement. On a commencé par le monde végétal, puis progressivement le monde animal. On se rappelle l'abandon des restitutions à l'exportation, l'abandon de l'intervention, l'abandon des quotas laitiers. Les derniers en demeure, l'abandon des quotas betteraviers, qu'on voit le séisme que ça fait dans le monde de la betterave aujourd'hui sur le territoire national. Bref, lentement, l'intégration de l'agriculture européenne et française dans la mondialisation. Et puis la contrepartie, ça a été les compensations. À l'époque, compensation de baisse de prix. Puis compensation de baisse de revenus. Et puis, on ne s'est ni plus rappelé de compensation de baisse de prix, puis de baisse de revenus. On est arrivé lentement à des compensations par rapport à des attentes sociétales, c'est-à-dire des services rendus à la société. Donc, lentement, on a fait glisser l'agriculture française, et en particulier l'élevage européen, parce que, et je le dis à Arnaud et à Jérémy, parce que ils ont cette responsabilité, et c'est bien qu'on ait deux personnes de Saône-et-Loire sur ces sujets-là, mais finalement de préparer l'avenir, de passer ce nouveau cap dans lequel on est en train de sortir. C'est-à-dire on est rentré de plein pied dans la mondialisation, et sur lequel, j'entendais tout à l'heure, tu disais Arnaud, non Christian, tu disais par rapport à la Bretagne, qui avait su habilement entrer dans le cercle des compensations de la PAC, oui, quand elle a constaté que c'était la fin des restitutions à l'exportation. La Bretagne a vécu sur les restitutions à l'exportation, la Bretagne a vécu sur l'intervention publique, et elle a très vite compris qu'il fallait basculer pour préparer sa transition à la mondialisation. Elle avait besoin de ces aides PAC pour préparer ces modèles à venir. Donc ça veut dire que cette région-là, et je ne dis pas que ce qu'ils font est bien, mais sans doute comme d'autres pays de l'Europe sur lesquels on regarde avec envie, ils ont eu un projet et ils ont porté une stratégie au service de ce projet. Et je salue, Christian, le travail que tu conduis à notre nom tous au niveau de la région, parce que je pense qu'on s'est fait avoir la dernière fois et qu'il faut avoir le courage d'affirmer ce que l'on veut à condition que l'on ait un projet à porter. Et évidemment, la stratégie suivra derrière. Donc voilà, on s'est retrouvé progressivement avec des attentes qui ont évolué. On pourrait dire aussi en même temps la chute des barrières douanières. Et puis, alors j'ai envie de dire, on arrive à la fin de cycle, et j'aimerais d'ailleurs avoir le ressenti de Jean-Marc Toiti là-dessus. On arrive là en ce moment à la fin de l'ère Reagan-Thatcherienne, c'est-à-dire l'ultralibéralisme, parce qu'il faut donner du sens à tout cela. Ces sujets, c'est de donner du sens. On fait un constat de l'économie, mais finalement, où ces décisions économiques ont emmené l'agriculture européenne, et en particulier l'agriculture française. Donc voilà, en clair, on a tout démantelé. Et puis,
finalement, l'Europe s'est dit, maintenant qu'on a tout cassé, on a abandonné la gestion de marché et on va inventer des outils pour gérer les crises de marché. C'est remarquable quand même ce qui s'est fait. C'est-à-dire on a abandonné cette gestion, puis maintenant on dit qu'il faut mettre en place des outils pour accompagner les crises. On va accompagner les crises. Vous vous rendez compte, c'est quand même merveilleux comme raisonnement. Donc voilà, il faut intégrer tout cela dans la période que l'on traverse. Évidemment, on est aussi, et c'est un point sur lequel j'insiste particulièrement, pour bien comprendre dans le monde dans lequel on est. Tout cela s'est fait dans le cadre d'une organisation mondiale du commerce qui aujourd'hui a vécu. Elle a vécu. Elle est moribonde aujourd'hui, l'OMC. Son dernier grand feu, c'est le contentieux Airbus-Boeing, où on voit ce que c'est en train de donner. Et puis, comme l'OMC était moribonde et qu'elle n'arrivait plus à faire des accords, on est passé aux accords bilatéraux. Voilà, ça c'est la grande mode. Puisque le monde n'est plus capable de se mettre d'accord, eh bien maintenant, on fait du continent contre continent. C'est la grande mode en ce moment. Quel est le sens dans tout cela? Là aussi, finalement, j'ai bien entendu ce qu'a dit Jean-Marc. Voilà, les Américains n'ont pas l'intention de se laisser damner le pion par les Chinois. Et puis, finalement, quelle est la place d'Europe au milieu de tout ça? Et quelle est la place de l'agriculture européenne? Alors, ça se traduit comment? Ça se traduit concrètement dans toute la discussion qui est actuellement assez impressionnante dans le dernier mandat de la Commission, notamment avec la commissaire Malmström, cette frénésie d'accords bilatéraux. Moi, je n'ai pas de problème sur les accords bilatéraux. J'en ai aucun. J'ai bien entendu le message d'Arnaud. On doit exporter aussi. J'ai simplement un problème sur la réciprocité. Et on voit bien où ça coince. C'est-à-dire, on continue de faire des accords bilatéraux sur des règles de l'OMC qui sont du passé. Ça veut dire que ces accords commerciaux qui se font en ce moment, malgré ce que raconte l'Europe, malgré ce que raconte la Commission, alors vraiment, le reste du monde n'en a strictement rien à foutre du bien-être animal, rien à foutre des sujets environnement, et j'ose pas vous dire sur les enjeux climat. Et nous, on continue de penser qu'on va imposer au reste du monde notre vision. En attendant de pouvoir l'imposer au reste du monde, on va déjà l'imposer aux agriculteurs européens. On commence déjà par là. Ce qui fait qu'on se trouve dans une période où on a perdu la compétitivité, parce qu'on est dans un monde de compétitivité. On voit bien d'ailleurs, on parle beaucoup des pays du nord de l'Europe, eux, ils n'ont jamais perdu le cap de la compétitivité. Ils ne l'ont jamais perdu. Et ce qui montre les croupières qui nous taillent allègrement. Et puis, on pourrait dire aussi les pays de l'Est qui sont passés de l'ultracommunisme à l'ultralibéralisme et qui se sont posés aucun problème à utiliser les aides-PAC pour transformer les anciens consortiums des pays de l'Est en de redoutables machines économiques pour aller conquérir des marchés et nous tailler les croupières aussi. Donc voilà le constat. Il est implacable, je reconnais, mais il permet, je pense, de mieux réfléchir, de mieux travailler à la vision de demain. Et je mettrai en introduction, on a même perdu la notion de la sécurité alimentaire. C'est un acquis, et c'est tellement un acquis qu'on s'invente des choses. En tout cas, l'Europe s'invente des sujets. Et je pense qu'un jour, on aura la gueule de bois en Europe, parce qu'à force d'ouvrir nos marchés à tout vent et de ne pas avoir les mêmes règles de fonctionnement, je pense qu'un jour, on se tapera une crise alimentaire. Je ne la souhaite pas, mais un jour, elle arrivera. Et pourquoi elle arrivera? Parce qu'à un moment donné, tout le modèle que l'on défend, toujours la notion du sens, ne jamais s'éloigner du sens. Lorsque l'on est aujourd'hui à défendre la notion d'une agriculture qui finalement est très proche d'un modèle culturel en Europe. Agriculture et culture marchent ensemble en Europe. Eh bien, ce jour-là, il y en aura qui auront la gueule de bois parce qu'ils se verront imposer des produits qui viendront d'autres continents du monde et se laisseront imposer à travers des modes d'alimentation, comme c'est en train d'arriver lentement et sûrement avec les pays du nord de l'Europe.
une alimentation qui sera très loin des approches culturelles de notre pays. Et progressivement, on américanise lentement et sûrement les processus d'alimentation en Europe et en particulier en France. Merci Jean-Pierre. Alors peut-être on va ouvrir le débat avec vous, hein, si vous avez des questions. Le temps que la première question se prépare, Marc, une réaction sur les différentes interventions d'Arnaud, de Jérémy, de Christian, de Jean-Pierre. Voilà, qu'est-ce que ça t'inspire ? Je dirais que malheureusement, on a le problème de l'Europe fondamental, c'est que c'était une arme exceptionnelle à la base, et puis malheureusement, on l'a un peu retourné contre nous. Donc, et il faut être honnête, là aussi, il y a eu un grand problème, c'était 2007, c'est-à-dire l'élargissement de l'Union européenne, qui n'a pas du tout été finalement préparé. Et donc, on a eu un budget qui a quasiment très peu augmenté, puisque le budget augmente en fonction du PIB des pays. Donc là, il y avait 10 nouveaux entrants qui représentaient avec un PIB de 4% de l'ensemble de la zone. Et donc, or, il y avait 10 parts de plus, effectivement. Donc, on a un budget qui a quasiment peu augmenté, mais il fallait faire 10 parts de plus. Donc, il y a beaucoup de pays. Alors, bien sûr, on prend ça à la France, mais il y a des pays, par exemple, type l'Espagne, pas que dans l'agriculture, mais à tout niveau, qui obtenaient 17% des fonds communautaires, hein, en plus de l'agriculture, hein, au niveau global, et qui se retrouvent avec 3-4% des fonds communautaires. Et donc, c'est vrai que ça, on n'a pas du tout anticipé. Donc, je pense que le problème de l'Union européenne, c'est que justement, on n'a pas, entre guillemets, on n'a pas modernisé, on n'a pas adapté, et en particulier dans le domaine agricole. Et donc là, je pense, là on l'a bien dit, hein, effectivement, vous l'avez dit, c'est tout l'enjeu de la compétitivité, hein, je pense que c'est ce qui ressort aujourd'hui. Et c'est vrai que ce que veulent, je parle pour vous, hein, je pense que ce que veulent nos agriculteurs, c'est pas des aides, c'est au contraire une dynamique de croissance. C'est une dynamique effectivement de compétitivité, parce que c'est le proverbe chinois qui dit quand on voit un pauvre, si on lui donne un poisson, il va manger une journée. Si on lui apprend à pêcher, il va manger toute sa vie. Donc c'est ça le problème, c'est que les aides, il y a ce côté un peu aléa moral, donc vous comptez dessus, puis finalement, donc vous n'êtes pas adapté. Et je pense que la plus grande aide qu'on pourrait donner au monde agricole aujourd'hui, en France, c'est de baisser massivement la fiscalité, ce que j'évoquais tout à l'heure, qui est quand même extrêmement pesante. Hein, on est d'accord. Et surtout de donner, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de la visibilité. Le problème, c'est que, je me mets à votre place, mais comme pour toutes les entreprises, c'est une catastrophe. On ne sait pas à quelle sauce on va être mangé demain. D'un point de vue économique, d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue fiscal, etc. C'est pas sérieux. Donc il faut donner, je veux dire, à n'importe quel chef d'entreprise, au moins un horizon de 5 ans, en disant, voilà, là, on ne va pas trop toucher. Alors, à chaque fois, on nous le dit. Mais non, on ne va pas trop toucher. Et puis, on voit qu'il y a toujours de nouveaux impôts, etc., de nouvelles règles. Ça, c'est extrêmement dangereux. Donc, et puis, bien sûr, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, vous savez que, tout à l'heure, je parlais de la zone euro. Normalement, la zone euro, même l'Union européenne, doit être ce qu'on appelle un jeu coopératif. Et c'est devenu l'inverse. Maintenant, au sein même de l'Union européenne, on se tire dans les pattes. On n'a plus du tout, effectivement, d'unité. Alors, je ne parle même pas de la zone euro, parce que la zone euro, c'est encore pire. Comme on a la même monnaie, normalement, on devrait faire parfaitement unique. Et c'est là où il y a une erreur de construction. La zone euro n'a de sens qu'avec 6-7 pays qui se ressemblent, qui sont identiques, qui sont très proches. Là, on est maintenant 19, avec des pays complètement différents. L'Union européenne, pareil, 28 pays. Et le gros problème, c'est qu'au sein même de l'Union européenne, même de la zone euro, on se tire encore une fois, on joue les uns contre les autres. Je donne un exemple très simple, le Portugal. Le Portugal, lui, qui est un pays formidable, hein, bon, très bien, très joli. Qu'est-ce qu'il a fait, voyant que justement, il n'arrivait pas à redémarrer? Il s'est dit, je vais faire du dumping fiscal. Donc aujourd'hui, vous êtes français, enfin, pas que français, hein, européen, de l'Union européenne, vous pouvez aller au Portugal, si vous avez des revenus qui viennent de France, pendant 10 ans, vous ne payez pas d'impôts. Sympathique. Donc évidemment, aujourd'hui, j'étais à Lisbonne dernièrement, ça explose. Et ce que je veux dire, c'est que... Donc, c'est ça le problème, c'est qu'avant, parce que moi je ne suis pas du tout un ultralibéral, loin s'en faut, je pense que notre modèle français, avec effectivement de la liberté, mais également de l'État, parce que l'État est là pour ça justement, mais pour orienter, pas pour taper, mais pour orienter. Ça sert à ça l'État. Hein, je veux dire, et donc la difficulté, elle est, c'est qu'aujourd'hui, on a perdu ce rôle. Donc, on continue d'augmenter cette pression fiscale pour payer des dépenses. On ne sait pas trop parfois à quoi ça sert. Et donc c'est ça, il faut une meilleure efficacité. Donc oui, notre modèle à la base, il est formidable, mais il faut qu'il soit plus efficace. Je pense que c'est ça qui nous fait tant de défauts aujourd'hui au niveau européen. Et c'est vrai que je me mets à votre place. 28 pays, c'est-à-dire en France, on a du mal à se mettre d'accord. Alors, 28 pays, cultures différentes, etc. Ça doit être assez catastrophique. Donc le seul moyen, c'est peut-être de faire une Europe à plusieurs vitesses. Je le dis souvent, même la zone euro, zone euro à peut-être 10 pays, avec, j'espère qu'on y sera dedans, mais il faut montrer pas de blanche.
Ah ouais, c'est ça le problème, on ne sera peut-être pas. Mais il faut montrer, il faut respecter un nombre de règles. Et là, ça serait une sorte de zone euro premium, si vous voulez. Après, une zone euro avec un euro un peu plus faible, éventuellement pour des pays qui ne peuvent pas. Par exemple, je parlais de la Grèce. Et puis comme ça, ils ne peuvent pas être dans la zone euro. Quand l'euro était à 1,60, vous vous souvenez, quand il était à 60 $ pour un euro, déjà c'était dur pour nous, alors imaginez pour des pays comme ça les a tués. Donc vous voyez. Et après, une Union européenne, peut-être, comme celle qui existe aujourd'hui. Puis après, une dernière Europe avec des pays qui ne sont pas dans l'Union européenne, type le Royaume-Uni, type la Suisse, mais évidemment avec qui on ne va pas faire les cadeaux qu'on fait actuellement. Parce que c'est ce qu'ils veulent les Anglais. Ils veulent avoir les mêmes cadeaux, mais ne plus payer, contribuer au budget. Donc c'est un peu compliqué. Voilà. Donc je pense que simplement, il faut avoir la transparence, l'honnêteté, effectivement, de dire. Et c'est tout le problème de l'Europe. Souvent, on n'a pas cette honnêteté et cette transparence. C'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à... comme vous l'avez bien dit, je crois que c'est vous qui l'avez dit, c'est vrai qu'on a cette image, l'Europe, c'est des dépenses. Quel est le sens ? Moi, j'irai même plus loin que vous. C'est pas simplement le sens, c'est le bon sens qu'il faut. C'est-à-dire que peut avoir du sens, mais aller dans le mauvais sens. Et donc, c'est le problème que nous avons aujourd'hui. Il faut que l'Europe aille dans un meilleur sens. Ok, merci Marc. Oui, alors des questions. Oui. Bonjour. Du coup, je voulais vous poser la question. Oui. Ça marche. Oui. On est européens, on a nos amis américains qui ont taxé le vin en Bourgogne à 25%, les fromages a priori ils passent. Moi, j'ai des tracteurs John Deere dans ma cour, quand je tape sur l'ordinateur c'est Google, c'est un Apple, on est américanisé à fond et on nous explique que les échanges internationaux, les États-Unis sont déficitaires. Mais comment expliquer ça? Alors, sur cuisine, John Deere est en Allemagne, mais je me dis, l'Europe là-dessus, comment elle fait pour laisser passer, enfin Donald Trump il est ce qu'il est, mais lui il taxe quand même si a priori quand on est libéral, on ne met pas de taxes, mais lui il les met. Donc au final, soit il est très bon en com, mais alors comment vous arrivez à expliquer ça, quoi? Parce que... Alors, le problème c'est justement, c'est pour ça qu'on a créé l'Union européenne. Parce qu'on justement, quand on veut donner du sens, pourquoi on a créé l'Union européenne et a fortiori la zone euro, c'est pour justement concurrencer les États-Unis, pour pas les laisser faire ce qu'ils veulent. Mais vous avez donné des exemples d'entreprises. Pourquoi ces entreprises ne sont pas européennes? Parce qu'en fait, depuis Airbus, si vous voulez, l'aérospatiale, les révolutions technologiques, on les a un peu ratées, si vous voulez. Donc c'est dommage. Heureusement qu'on a notre agriculture, justement, qui est à faire de l'or, parce que tout à l'heure on parlait du commerce extérieur. Si l'agriculture n'était pas là, parce que là on a déjà 60 milliards de déficit, on pourrait avoir 100 milliards de déficit commercial, donc heureusement que l'agriculture est là. Donc ça aussi, alors peut-être qu'il y a un travail à faire au niveau des chambres, je ne sais pas moi, d'un point de vue du marketing, parce que c'est aussi ça compte beaucoup. Rappelez que le monde agricole, il ne prend pas la société française, il lui apporte. Vous voyez ? Donc après, le problème, c'est que quand vous rentrez dans le grand bain de la concurrence mondiale, alors là, évidemment, on ne vous fait pas de cadeaux. On ne vous fait pas de cadeaux. Et donc, la difficulté, c'est que Trump, aujourd'hui, peut faire pression. Alors, sur quoi il fait pression ? Sur l'agriculture. Normalement, il devrait faire pression sur des entreprises industrielles ou autres. Donc, il s'attaque finalement à ce qu'il peut attaquer. Mais je vous rassure, moi, je suis quand même optimiste. Pourquoi ? Parce que je vais souvent aux États-Unis. Et ceux qui aiment bien vivre, ils aiment les produits français. Donc, c'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire que moi, effectivement, ce système où on mange, bientôt on va manger des pilules. En fait, on n'aura besoin que des pilules. C'est dramatique. Donc c'est un travail énorme à faire. Et j'étais en Chine dernièrement, par exemple, c'est que les Chinois aussi ne mangent pas très bien, et ils adorent les produits français. Donc là, vous n'imaginez pas, très honnêtement, peut-être que vous avez été, donc vous le savez, vous n'imaginez pas le potentiel de croissance qu'on a. Donc moi, je me dis, vous savez, le meilleur moyen de faire face aux barrières douanières, etc., c'est d'avoir des produits uniques, de qualité, si possible innovants, c'est-à-dire dans le sens où on va améliorer la production à moindre coût. Et là, vous êtes imbattable. Et c'est valable également dans l'industrie. J'avais comme ça, parce que vous avez en Chine, par exemple, le problème, c'est que beaucoup d'entreprises françaises qui vont en Chine, au bout de quelques mois, quelques trimestres, quelques années éventuellement, les Chinois, ils piquent la technologie. Et vous ne pouvez rien faire, parce que si vous portez plainte, en tout cas, vous allez porter plainte auprès de l'État. Sauf que l'entreprise qui vous a piqué votre brevet, c'est une entreprise d'État aussi. Donc, vous ne pouvez rien faire. Vous voyez, les Chinois, ils ont tout. Ils ont le beurre, l'argent du beurre, même le sourire, la crémière. Ils ont tout là-bas. Parce qu'ils ont à la fois, effectivement, un système capitaliste. Il n'y a pas plus libéral qu'un Chinois. Plus capitaliste qu'un Chinois. Les Chinois adorent l'argent. Mais par contre, c'est un système étatique. Donc, vous ne pouvez rien faire. Tout est bloqué. Et ça, c'est votre avantage. C'est que, avant que le Chinois face de nos produits français,
Il y a du boulot. Mais copier une technologie, ça peut le faire. Mais même si ça arrivera peut-être un jour, hein, comme veut le faire l'Arabie Saoudite, etc. Mais bon, ça c'est... Derrière, la qualité ne sera pas forcément au rendez-vous. Donc moi, je pense que c'est sur ça, dans les stratégies que j'évoquais, sur ça qu'il faut miser. Sur la qualité. Et là, il faut mettre... C'est comme dans le luxe. Aujourd'hui, regardez le luxe. Parce que, à côté de... Bon, il y a du luxe également dans l'alimentaire. Hein. Mais qu'est-ce qui fait marcher le luxe? C'est pas que c'est pas cher. C'est qu'au contraire, c'est cher. Mais c'est unique. C'est français. Vous voyez. Donc c'est pareil pour l'agriculture. Trump, il peut mettre 25% de droits de douane. L'Américain qui veut bien manger, il achètera du camembert, parce que vous voulez, des produits de la région. Vous voyez, donc et là, je pense qu'il y a un travail énorme à faire. Donc on a une chance encore. Est-ce que ça va durer peut-être encore 20 ans? Je ne sais pas, peut-être. Mais on a une chance, c'est qu'on a une image des produits français, des produits agricoles français, qui est exceptionnelle. Et bon, il y a quelques concurrents, hein, bien entendu. Bon. Alors, aux États-Unis, par exemple, vous avez tous les produits, je parle sur la viande d'Amérique latine, etc. Mais on a quand même une image, notamment par exemple en Chine, donc dans le monde émergent, qui est exceptionnelle. Donc je rebondis sur le luxe aujourd'hui. Rendez-vous compte, sur les 10 dernières années, 60% de la croissance du luxe vient de Chine. Pourtant, ça coûte cher. Pourtant, il y a des taxes. Pourtant, il y a des barrières. Donc, la barrière n'est pas forcément une condition sine qua non. Ce n'est pas ce qui va vous empêcher. Si votre produit est bon, même s'il est cher, qu'il est unique, et c'est votre cas à vous tous ici, là, vous allez gagner des parts de marché. On va prendre... Oui, Arnaud, il y a 2 questions après, là. Juste 3, sur ce point, 4, parce que c'est important, 5. la politique commerciale avec les États-Unis, parce qu'aujourd'hui, c'est un des principaux... C'est à la fois un irritant dans nos relations avec les États-Unis, parce qu'il y a des taxes très concrètes qui nous tombent dessus, parce qu'on voit bien que Trump a déclaré une espèce de guerre unilatérale comme ça, d'abord aux Chinois, mais aussi aux Européens, et que ça va conditionner quand même tout l'aspect commerce international pendant au moins encore un an et demi. Moi, 2 points là-dessus. D'abord, il faut être conscient qu'il y a un certain nombre de pays européens qui ont des balances commerciales extrêmement excédentaires avec les États-Unis, dont l'Allemagne. Et d'ailleurs, la première cible de Trump, depuis qu'il est arrivé, c'est surtout l'Allemagne. Il voudrait faire plier l'Allemagne, qui a un excédent commercial avec les États-Unis qui est considérable. Le problème, c'est que les Allemands sont mieux organisés que nous en matière de commerce extérieur, en matière de défense de leurs intérêts, y compris au niveau européen. Et donc, ils arrivent à échapper... Enfin, la question se repose tous les mois. Hein. Tous les mois, il y a un suspense qui repart sur savoir si Trump va finalement taxer l'industrie automobile allemande, parce que c'est de ça dont il s'agit. Et à chaque fois, il recule. Il recule parce que ce que ça coûterait pour lui est quand même très cher aussi. Et les Allemands arrivent à bien vendre leur truc. Nous, par rapport à le fait qu'il ait dissocié certaines productions, qu'il ait tapé les vins, mais pas d'autres productions, bon, ça fait que la réaction française a quand même été plus que timide et mal organisée. Donc il faut qu'on s'interroge aussi sur comment on peut faire là-dessus. L'autre chose, c'est que moi, je pense, malgré tout ce qui vient d'être dit, vous l'avez bien dit, il y a de la com. Il y a beaucoup de com. De la com sans doute efficace, et ça peut jouer, mais Trump, il a reculé déjà sur beaucoup de choses en matière de taxation. Avec les Chinois, quand il déclare la guerre aux Chinois, ça fait des grands titres. Quand il recule dans les négociations avec les Chinois, ça passe à peu près inaperçu. Mais toutes les semaines, il y a un petit recul américain par rapport à là où il avait placé la barre. Donc, en fait, Trump, c'est un businessman, tout le monde vous le dira. Son modèle de négociation, c'est pas celui d'un diplomate. C'est pas celui d'un parlementaire ou d'un politique, c'est pas celui d'un syndicaliste, c'est celui d'un businessman. Il veut des deals. Il veut des deals et donc il place la barre très haut, il négocie, mais il est prêt à reculer aussi sur un certain nombre de choses et il sera capable de faire une pirouette pour expliquer que son recul, c'était dans son intérêt et que finalement, il arrive à ses fins malgré tout. Et donc, il y a beaucoup de com. Il y a effectivement beaucoup de com parce que c'est une partie intégrante de sa politique. Et moi, je pense que sur la guerre commerciale, il y a beaucoup de choses sur lesquelles il reculera in fine ou qu'il abandonnera in fine. Le problème, c'est qu'il y a eu des élections américaines l'année prochaine et comme l'a fort bien dit Marc Toiti, c'est l'économie qui prime et c'est l'emploi qui prime. Donc, à court terme, sa politique commerciale très agressive, elle donne l'illusion qu'elle crée de l'emploi, alors qu'en fait, ce qui crée vraiment de l'emploi, c'est ses baisses fiscales. C'est sa politique fiscale plus que sa politique commerciale qui crée de l'emploi aux États-Unis. Mais du coup, ça donne l'illusion aux Américains, et en particulier à son électorat, entre guillemets, populaire, que ça marche, que c'est sa politique commerciale qui marche aussi, puis de mettre des barrières sur l'acier, sur l'aluminium. Sauf que ça, moi, je vous mets ma main à couper, j'espère que je ne prends pas trop de risques, mais que dans un an, les barrières tarifaires qu'il a mises sur l'acier, l'aluminium et tout, elles vont être en grande partie levées, y compris d'ailleurs sur les vins français aussi. Ça va être en grande partie levé
en grande partie parce qu'il y aura eu des effets contre-productifs aux États-Unis même. Y compris des boîtes françaises vont être obligées de fermer des unités aux États-Unis, voilà, parce que avec les taxes dont elles sont victimes, elles ne vont pas pouvoir garder un certain nombre d'investissements aux États-Unis. Donc, y compris dans l'acier et d'ailleurs et l'alu. Donc, je pense que Trump, il y a beaucoup de com', j'allais dire, pardonnez-moi, mais après tout, quand on parle de Trump, on peut se permettre quelques familiarités ou quelques vulgarités. Il y a beaucoup de gueule. Évidemment, c'est de la gueule du président américain, donc ça pèse très lourd. Mais in fine, je pense qu'il y a quand même des marges de négociation avec lui, et il y a sans doute des choses qui sont annoncées qui n'auront pas les effets qu'il entend avoir sur le plus long terme. Ça n'empêche pas que ça soit très très embêtant et très très contrariant à court terme. D'accord. On prend la série de questions, puis après je vous propose les uns et les autres de répondre. Alors, j'en ai une là, 3 là-bas ensuite. Allez, c'est parti. Alors, je me réjouis d'avoir entendu ce que M. Fleury a dit, parce que moi, je fais partie d'une organisation syndicale qui s'est fondée sur une demande d'exception agriculturelle pour nos produits agricoles. J'avais rencontré M. Danjean, enfin, on était plusieurs, il y a quelques mois de ça, il y a peut-être un peu moins de 2 ans, où on était repartis... très dépité, non pas de l'avoir rencontré, mais parce qu'effectivement, il ne nous avait dit pas autre chose que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une Europe où, en gros, la plupart des gens n'ont pas faim, se fichent à peu près de savoir d'où vient ce qu'ils mangent. Et ça n'est pas du tout réjouissant. Et il faut effectivement qu'on en tienne compte lorsque on s'adresse à nos partenaires européens. Mais j'ai une remarque à faire sur... quand même ces traités d'échanges internationaux. Moi, je me demande comment on peut faire mine de défendre l'agriculture et quand même considérer que le CETA, entre autres, est une bonne chose et trouver normal qu'on les fait ratifier, parce que je ne pense pas que c'est nier l'importance des traités internationaux que de pouvoir en faire la critique quand c'est justifié et nécessaire. Et ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on est systématiquement hostile aux traités internationaux. Et moi, ce qui m'inquiète dans ce que j'ai entendu ce matin, c'est que, en particulier dans ce qu'a dit M. Toati, c'est que comment, sur ces fondements-là, avec une Europe qui ne voit pas où est le problème de conserver une indépendance alimentaire, on nous dit, mais en fait, le remède... c'est celui qu'on nous serine depuis 25 ans, c'est plus d'Europe. Moi, je considère que dans l'état actuel des choses, je suis désolée, l'Europe, elle a permis, elle a parfois forcé la compétitivité dans les exploitations agricoles avec des questions de modernisation qui ont demandé des efforts terribles. Et le résultat aujourd'hui, c'est qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs, de plus en plus de contraintes et aucune barrière sur les produits frauduleux qu'on veut laisser entrer toutes portes ouvertes sur le marché. Voilà. Ça, c'est pas vrai déjà. Je vous propose... Ça, c'est pas vrai. Oui, on va prendre toutes les questions et puis après, je vous propose les uns et les autres de répondre. Messieurs les députés, messieurs les présidents, monsieur Toati, je me présente, je m'appelle Cécile Jacob, je suis éleveuse de chèvres et transformeuse de fromage de chèvre au lait cru. Vous nous parlez de protection contre la prochaine crise économique. Moi, je vais vous parler de la protection contre la prochaine crise bactériologique. Cette protection, elle est mise en cause étant donné que justement pour une sécurité alimentaire, il vaut mieux toujours tuer nos produits, faire des poulets trempés dans de l'eau de javel, faire des fromages tués, pasteurisés et ensuite derrière pouvoir les mondialiser. Moi, je vais vous parler d'un produit qui est sécurisé, qui s'appelle le lait cru, parce qu'il est sécurisé étant donné que nous avons des normes d'installation. Nous avons un GBPH qui est européen, qui s'est fondé sur un GBPH français, qui a été très strict. Nous sommes sur une traçabilité, une gestion de crise maîtrisée. Nous sommes sur une filière organisée avec des centres fromagers, des techniciens qui nous suivent au niveau de la chambre. Je vous parle donc d'une filière très organisée. Nous sommes des petits, moyens producteurs. Rien qu'en Bourgogne-Franche-Comté, nous sommes 550 éleveurs, 2 AOP, 1000 tonnes de fromage
transformés, dont 135 tonnes de charolais et mâconnais. Nous sommes pour la protection de l'écosystème car nous avons une zone Natura 2000 à Mâcon sur la roche de Solutré grâce à nos chèvres. Donc nous répondons également à une demande sociétale. Je voudrais vous parler aussi d'environnement, évidemment, de mondialisation. Tous les pays ne sont pas contre ces produits de lait cru. On n'estime pas tous justement que ce soit des produits dangereux. Donc voilà, ma question c'est comment se protéger contre une prochaine crise bactériologique, étant donné qu'on nous aseptise, on ne veut plus faire manger de lait cru à nos enfants. Ça a été avant sur la femme enceinte, sur quelques cas justement de listeria, de salmonelle pour le lait cru, mais de plus en plus nombreuses sur la production industrielle, justement liée à cette sécurisation et cette mondialisation. Où allons-nous juste pour protéger notre population? Où allons-nous pour répondre à cette demande sociétale qui nous demande justement de la simplicité, du retour à la nature, du retour à l'animal, du retour au bien-être? Nous, en tant que petits éleveurs, en tant que proches de notre petit écosystème, c'est toutes sortes de questions comme ça qu'on se pose. Nous aimons notre métier, nous aimons notre filière, nous nous battons pour la défendre. D'ailleurs, Monsieur Fleury, je vous remercie. Et d'ailleurs, il faudrait qu'on parle peut-être de la filière de la viande caprine qui, elle, a été perdue depuis des années par 3 gros agroalimentaires en France qui donc n'apparaît même plus dans nos rayons français. Et nous voulons vraiment remettre les choses à notre niveau. Et pourquoi pas de la mondialisation, mais de la mondialisation de qualité. Et malgré tout, pour nous, ça reste le centre du débat et l'environnement également. Je vous remercie. Oui, donc moi, Frédéric Borne, donc éleveur charolais, donc à une trentaine de kilomètres d'ici. Simplement, sans vouloir noircir le tableau, voilà, moi, 23 ans que je suis installé, à peu près 23 ans, je pense, d'engagement. Hein, ça a commencé par le syndicalisme jeune. Je commence mon 3e mandat donc à la Chambre d'agriculture aujourd'hui. Je suis en charge du service élevage et du site de la ferme expérimentale de Jalony. Et en parallèle, je suis aussi engagé dans la coopération puisque je suis administrateur d'une coopérative qui a misé sur la maîtrise du produit jusqu'à la grande surface et tout ça. Voilà, simplement, moi, ça fait 23 ans. Il faudra quand même qu'on m'explique quand même certaines choses. En tant que responsable, on a su adapter nos entreprises, les uns comme les autres, hein, que ce soit la COP, que ce soit la Chambre d'agriculture, que ce soit nos syndicats. On a tous quand même fait évoluer les choses pour que les comptes, même ça a été présenté ce matin, sont quand même équilibrés et tout ça. Sauf que j'ai quand même un remords de conscience, c'est qu'en tant que paysan, ça fait 23 ans, nos charges ne font qu'augmenter dans tous les domaines. Hein. Ça va de 34 à 35% dans les plus petites augmentations jusqu'à 370%. Voilà. En parallèle, ça fait 23 ans que je vends toujours ma viande à 3,50 € le kilo, malheureusement. Enfin, 3,50 € à 3,90 € ou 4 €, ça dépend si on est en filière de qualité ou pas. Et ça fait 23 ans où maintenant je me dis, on se pose quand même beaucoup de questions. Je vais reprendre les propos de Jean-Pierre qui nous dit que l'élevage allaitant est en faillite virtuelle. J'ai eu du mal un petit peu à comprendre ces propos-là parce que je pense qu'on est en faillite tout court parce qu'il y a quand même... non mais voilà, faut appelons ce qu'il en est. Alors, je m'en réjouis que nos jeunes ne soient pas présents quand on a des propos pareils parce qu'en tant que responsable, c'est quand même pas très clairvoyant pour la vérité. Moi, simplement, je remercie monsieur Toiti par rapport à son intervention et surtout sa conclusion, et qui est restée même d'ailleurs vous, sur un petit peu demain, comment on rebondit, parce que quand on fait un constat, c'est bien beau de faire un constat, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et en tant que responsable, je pense qu'on doit être quand même un peu les premiers à se poser les questions et de se projeter un petit peu dans l'avenir. Donc par rapport à tout ce qui est chambre et tout ça, on essaye quand même un petit peu de stratégie de niche, on a chacun nos efforts à faire, les efforts de communication, ça je partage à 300%, les stratégies de recherche et tout ça, c'est clair, voilà. La croissance sur l'international, vous nous l'avez expliqué, c'est quand même un peu compliqué. Et voilà, moi simplement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans une société qui veut manger plus blanc que blanc, enfin veut consommer le plus local possible, on est tous contre le réchauffement climatique, on veut tous manger la vache classique d'à côté ou la salade du jardin d'à côté, et en parallèle, on est en train de voir que l'ensemble des politiques internationales sont en train de faire carrément le contraire de ce que le consommateur veut, entre guillemets. C'est quand même un paradoxe quand on est en France, c'est ça.
Et moi, je me dis, voilà, on a quand même une société qui veut, on a des produits de qualité, une agriculture qui est reconnue. Par contre, on ne sait pas la valoriser. Alors, pourtant, on communique, hein, tous les uns comme les autres, les réseaux sociaux, la chose et tout le reste. La loi est avec nous aujourd'hui, puisque la loi Egalim, voilà. Sauf que cette loi, elle est applicable, Christian l'a dit tout à l'heure, dans certains domaines, dans d'autres. Moi, je peux vous dire quand même une chose en tant que responsable coopératif, enfin, appelons un chat. Depuis la loi Egalim, on ne s'est jamais fait autant serrer la gueule par la grande distribution. Jamais autant. C'est la vérité. Quand on a de la viande à vendre ou quoi que ce soit, alors, mis à part, on signe quand même quelques contrats de temps en temps, fort heureusement, mais sur des volumes quand même très restreints. Et franchement, enfin, la vraie vie, elle est là, quoi. Alors moi, je veux bien entendre, hein, c'est la faute des COP parce que on n'est pas là pour défendre les éleveurs. Enfin, quand même dans les COP, il y a quand même des éleveurs qui sont quand même là. Enfin, en attendant, on ne peut pas non plus tout dénoncer parce que quand on a un caractère commercial, si on fout nos propres clients au tribunal, enfin, je m'excuse, mais en attendant, on est quand même les premiers parce qu'on est déréférencés et après on ne livre plus. Donc on est quand même tombé dans une situation de fou, donc situation de blocage. Donc maintenant, voilà, on est en bientôt 2020. Quel signe on doit donner, où on doit s'orienter et quels moyens on a. Parce que les consommateurs le veulent, les politiques nous donnent les moyens de le faire, et on arrive toujours au statu quo. Donc ça reste quand même un problème. Et moi je le dis parce que c'est quand même relativement grave. J'ai 45 ans, je n'ai jamais eu autant de collègues. Alors peut-être qu'on connaît un petit peu plus de monde que sur le département et tout le reste, mais j'ai jamais eu autant de collègues de 40, 55 ans qui arrêtent l'activité avant même d'être arrivés en retraite, quoi. Et je vous garantis que le paysage saône-et-loirien, mais pas que saône-et-loirien, ça va s'en arrêter là, enfin ça va se dépasser les frontières, va drôlement changer parce que, voilà, et aussi un petit message aussi pour les propriétaires, parce qu'à mon avis, trouver des locataires demain pour exploiter les exploitations, voilà, c'est ce que je veux dire. Samuel ? Oui, juste pour revenir sur quelques éléments, je pense que je reprendrai votre trame là, qui est affichée pour argumenter mon argumentation. Je pense que la mondialisation, vous avez eu un propos assez large sur le constat de la mondialisation. Moi, je voulais faire un constat par rapport à, je suis comme Frédéric, à peu près de la même génération, une vingtaine d'années d'installation. Et cette année, on était en élection chambre d'agriculture. Le constat que l'on a fait, c'est qu'on était 12% d'agriculteurs en moins par rapport à il y a 6 ans. Et ça, c'est un mouvement qui dure depuis de nombreuses décennies et c'est vraiment assez inquiétant par rapport à notre force économique, comme vous le mettiez en avant, par rapport notamment à notre commerce extérieur. Donc moins d'agriculteurs, moins de puissance économique. Derrière, il y a aussi la production. Moins d'agriculteurs, derrière, on a une tendance à produire moins. Frédéric faisait l'analyse la semaine dernière en bureau de chambre d'agriculture. Moins 40 000 naissances de moins sur notre département, c'est à peu près 20% de naissances en moins, c'est-à-dire 20% de cheptel en moins à très court terme. Donc encore moins de production à mettre en avant sur notre marché. Donc derrière, comment est-ce qu'on peut faire une force commerciale, un acteur commercial, enfin un acteur économique qui aujourd'hui est vraiment dépourvu de tout moyen, quoi. On a vraiment l'agriculture française a vraiment été dépouillée depuis de nombreuses années. Et nous qui faisions la force économique de notre pays par rapport à l'Europe, notamment par rapport à notre exportation, on est passé de pays exportateurs. Aujourd'hui, j'ai plus les chiffres, mais on doit être 4e ou 5e. Et c'est assez inquiétant. Et derrière, vous l'avez dit, on a une force économique de notre pays. Donc si aujourd'hui, personne ne prend conscience qu'on abandonne l'agriculture, on a plus, enfin, au niveau mondial, je veux dire, l'agriculture, on n'a pas forcément besoin de nous, hein. Les autres, on le voit très bien, on a perdu des parts de marché, mais les gens ils continuent de manger, de se développer. Il y a de plus en plus de population mondiale en développement. Et donc moi, voilà, je voulais rebondir par rapport à votre affichage. La stratégie de niche, je pense qu'aujourd'hui, au niveau national, la stratégie de niche, c'est le commerce local. On sent bien qu'il y a un mouvement qui porte sur ce marché-là. Sauf que le commerce local, le marché local, il n'y a que si on y met les moyens, on pourra accompagner les agriculteurs. Enfin, on ne peut pas non plus faire des produits de qualité et consommer localement si on y achète au rabais. Je veux dire, après, il n'y a aucun intérêt. Et derrière, si on veut maintenir une agriculture dynamique, il faut aussi qu'on s'ouvre au monde extérieur. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'on accepte la mondialisation, qu'on puisse exporter. Mais pour pouvoir exporter, il faut aussi pouvoir produire. Et notamment, je vois l'effort de communication. Aujourd'hui, l'agribashing que l'on subit depuis de nombreuses années, je crois que c'est vraiment pas du tout à notre avantage. Et je ne sais pas, enfin, vous qui êtes chroniqueur, qui faites les plateaux télé, comment est-ce qu'on peut accompagner l'agriculture, enfin redonner l'image qui est la nôtre, qu'on doit mériter, je suppose,
par rapport à ce que l'on produit, parce que franchement, par rapport à ce que les pays extérieurs produisent, on n'a vraiment rien à leur envier. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on valorise notre agriculture française sur notre marché, mais aussi à l'exportation. Vous l'avez dit, il y a beaucoup de pays qui adulent les produits français. À nous aussi, au niveau national, de pouvoir le mettre en avant. Et d'ailleurs, par rapport à la stratégie recherche et développement, on sent bien que comme on est plus en force de pouvoir s'afficher et de se mettre en avant, on est sur le reculoir et on est vraiment en train de s'éteindre un petit peu, quoi. Donc voilà, c'est un constat, il n'y a pas forcément de questions derrière tout ça, mais franchement, on a besoin de la PAC, on a besoin de croissance, et je marquais sur ma fiche, la croissance, c'est le carburant du développement économique. Sans croissance, on ne pourra pas continuer de se développer. Et pour croître, il faut produire. Donc voilà, accompagnons la production au lieu d'accompagner seulement une production de services, sinon on n'y arrivera pas. Merci, je vais passer la parole à Luc Janin. Est-ce qu'il y a encore un tour de questions, parce que je regarde l'heure, si on veut démarrer, enfin si on veut finir à peu près dans les horaires, on peut reprendre. Est-ce qu'il y a encore quelques questions? De toute façon, nos intervenants restent pour déjeuner avec nous, donc vous pourrez aussi discuter avec eux autour du buffet. Luc, est-ce qu'il y a après d'autres questions? Parce que je ne veux pas faire de censure étatique chinoise, hein, donc non, c'est bon, tout le monde. Alors Luc, et puis après je vous laisse les uns et les autres répondre et conclure un petit peu cette table ronde. Donc Luc Janin, vice-président Chambre d'agriculture et secrétaire général à la FDSEA. D'abord, je voudrais vous remercier de vos interventions que je trouve très interconnectées les uns entre les autres, parce qu'on n'a jamais l'occasion finalement de débattre entre la vision de chacun, et je trouve que ça s'imbrique bien les uns dans les autres. Moi, qu'est-ce que m'inspire un peu vos propos et puis aussi les questionnements de la salle? D'abord, c'est que j'ai l'impression que la France est en train de s'isoler depuis un certain nombre d'années. Je l'ai entendu de la part de plusieurs personnes, et c'est maintenant comment on peut définir cet isolement. Tout à l'heure, Arnaud Danjean, notre député, a parlé de faire attention aux différentes actions qui ont été menées et du message qui peut en découler. Pour avoir vécu un peu cette ambiance en France des messages portés par les agriculteurs, moi je crois que ça a mis en évidence un certain nombre de choses que vous avez finalement tous dit sur le constat. Et par rapport à l'isolement de la France, c'est qu'est-ce qu'on attend des paysans dans les cours de ferme. Donc depuis 15-20 ans, on attend des agriculteurs d'être de plus en plus vertueux en termes d'environnement et de bien-être, etc. etc. Et là, on est arrivé à un point de rupture où finalement, les agriculteurs avaient joué le jeu un certain nombre d'années. Et finalement, on est arrivé à un point de rupture où on s'est rendu compte que des accords internationaux allaient rompre cette éthique, cet état d'esprit qu'on était en train de mettre dans la tête des paysans. Donc ça a été un point de rupture important. Et si ces actions ont eu lieu, et je pense qu'ils ont eu un effet à ne pas sous-estimer dans l'opinion publique. Je pense qu'aujourd'hui, l'opinion publique, elle s'est rendue compte, au travers des actions qui ont été menées, qui étaient plutôt calmes, respectueuses, et avec l'esprit de faire sentir aux consommateurs les grands enjeux de demain. Et je crois aujourd'hui que cette opinion publique, elle s'est rendue compte qu'entre signer un accord international où finalement on ne demande pas les mêmes règles qu'aux paysans français, il y avait une forme de double langage. Donc non pas que les agriculteurs ne sont pas prêts à faire un certain nombre de choses pour la planète, le climat, etc. Par contre, je pense qu'on a nos propres torts, nous agriculteurs, c'est de jamais avoir su prendre en main la communication sur nos propres métiers, sur le côté vertueux qu'on mettait en place sur nos fermes et sur s'approprier l'environnement. Aujourd'hui, on laisse à d'autres, finalement, le soin de parler d'environnement et de protection de la planète, alors que nous, on a plein d'atouts et d'arguments à mettre en avant et qu'on ne sait pas le faire, parce qu'on est des mauvais communicants. Par contre, le décalage qu'il y a, et moi, je rejoins l'ambition de dire il faut recréer du positif et de la confiance. Mais ça commence, y compris par nos politiques français, de redonner confiance au peuple français, aux propres atouts de la France et de notre agriculture, et comment on se positionne par rapport au reste du monde. Et ça, aujourd'hui, on le perçoit quand même très mal. Le ministre de l'Agriculture a tenté de le faire, mais difficilement. Donc, alors ça m'interpelle sur notre positionnement à nous, et peut-être à nous aussi de prôner demain, nous agriculteurs, la défense de l'environnement, mais de manière pragmatique. Et peut-être que c'est une porte de sortie qui peut nous donner une chance. Voilà, donc j'ai juste une question
peut-être à M. Toiti, pardon. On a bien compris les deux courbes là, qui se sont croisées, et au moment où elles se sont croisées, c'était quand même pas trop bon pour nous. Est-ce qu'on a une chance dans l'échiquier politique, dans le paysage politique français, que ces courbes se recroisent à nouveau? Merci. Alors, ce que je vous propose, donc on va demander à chacun de nos intervenants, enfin à la fois de répondre à vos questions et puis de conclure, hein, d'essayer d'être synthétique. Alors j'ai démarré tout à l'heure par toi, Marc, je vais réattaquer par Jean-Pierre, puis on va faire dans l'autre sens, et puis Bernard, je te proposerai peut-être de conclure après la séquence. Jean-Pierre. Oui, alors, effectivement, parlons d'avenir. Et on sent bien que je me suis arrêté à 90-2020, donc 2020-2050. 2020-2050, moi je crois que finalement le monde s'est mis d'accord sur un sujet. Il ne sait pas comment il va y arriver. En tout cas, c'est le leitmotiv sans doute pour la jeunesse de demain. Il faut sauver la planète. Voilà. C'est-à-dire, on sort de 30 ans d'ultralibéralisme, puis maintenant on dit on va sauver la planète. Personne ne sait encore comment. Mais voilà, ça fait rêver, fantasmer. Et du coup, on va construire autour, il faut sauver la planète. Alors, comment on s'y prend ? Alors, ça va se gérer, je pense, effectivement, avec des postures mondiales. J'y reviens pas. J'ai dit ma façon de penser là-dessus. Donc, revenons à l'Europe et à la France. Donc, on parle beaucoup de transition. Effectivement, on rentre dans une période de transition. Donc, il faudra donner la définition de la transition. Je me retourne vers Arnaud et Jérémy là-dessus, et puis peut-être Jean-Marc aussi. Donnez-moi la définition de la transition dans laquelle nous sommes rentrés. Alors évidemment, au niveau européen, la transition, on a compris tout de suite qu'elle allait s'appuyer sur le diktat sur lequel tout le monde est penché, le Green Deal, le pacte vert. Voilà. Et alors, si vous voulez, ça semble séduisant tout cela. Le sujet, c'est comment va-t-on faire la transition du pacte vert en Europe et comment on va faire la transition du pacte vert en France. Et je pense que c'est là que les ennuis commencent. Je pense que l'agriculture sera le champ expérimental, parce que finalement, il faut bien donner quelque chose en pâture à l'opinion publique, et je pense que l'agriculture, vraiment, c'est un champ exploratoire infini, taillable et corvéable à merci, et sur lequel, finalement, on fait peser tous les maux de la terre, puisque, évidemment, c'est nous qui sommes détenteurs du sol, de la vie des sols, et puis, évidemment, de toute la sécurité qui en découle. Et puis, évidemment, ça tombe bien, puisque on va passer, mais je pense que vous l'avez bien vu, cela, on va passer d'une politique agricole à une politique alimentaire. Il y a un petit glissement sémantique qui s'est fait, c'est-à-dire, c'est le fameux concept... Alors, moi, je dis de la fourchette à la fourche, parce qu'à Bruxelles, on nous parle de la fourche à la fourchette, de la ferme à la fourchette, mais moi, j'ai plutôt l'impression que c'est de la fourchette à la ferme. Voilà. Alors, là, moi, j'ai aussi envie d'écouter nos collègues. Je suis toujours dans la quête de sens. Je ne n'abandonne pas la quête de sens. Voilà. Parce qu'on pourrait parler de la prime vache allaitante, on pourrait parler de la prime à l'hectare, on pourrait parler de toutes ces choses-là, mais j'ai envie de dire, tout ça, c'est des boîtes à outils. C'est des boîtes à outils qui servent finalement au service d'une politique et d'un projet. Alors, dans la transition, moi j'en mets une en priorité, où il y a vraiment une urgence. C'est la transition climatique. C'est-à-dire, on le vit tous depuis quelques années, on ne va pas continuer bien longtemps sans apporter de réponse. On parle beaucoup de la réduction des gaz à effet de serre. Moi je vous dis, on met en numéro 1 l'adaptation au changement climatique. Il faut très vite trouver des solutions à l'adaptation. Je pense que c'est un sujet prépondérant et on verra dans les textes qui vont sortir européens comment cette adaptation peut se faire. Je prends un exemple tout simple. On est en Saône-et-Loire. Voilà, on est dans un pays, on est dans un département où les prairies permanentes sont quelque chose qui est fondamental, sauf qu'on arrive maintenant à ce que juillet, août, septembre et voire une partie d'octobre, les prairies ne produisent plus. Donc à un moment donné, il va falloir se poser des questions et les réponses arriveront dans la PAC, dans cette transition, comment finalement on accompagne les modèles dans cette agriculture de Saône-et-Loire pour éviter le sempiternel chemin des camions de paille qui vont des régions céréalières à la région, au département de Saône-et-Loire. Quand je prends la Saône-et-Loire, c'est parce que j'y suis, mais c'est dans mon département aussi ou d'autres départements. Donc le sujet du changement climatique, comment il va être traité, pour moi, sera fondamental parce que va en dépendre des modèles de production de demain. Je ne parle pas du modèle, je parle des modèles de production.
La réponse au changement climatique ne sera pas la même au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest de la France, et pareil au niveau européen. Ensuite, sur la partie économique, plus économique, moi je me suis fait mon opinion là-dessus. La réponse sera filière ou elle ne sera pas. Voilà, il n'y a pas 50 chemins où on est capable, dans cette mondialisation qu'il faut acter maintenant, il faut l'acter, dans une hyper-compétitivité à l'intérieur de l'Europe, avec des pays du nord de l'Europe, et rajouter l'Allemagne, qui nous taille des croupières du matin au soir, où on aura une capacité de réponse filière, et si on ne l'a pas, je ne réponds plus rien. Voilà, il faut se le dire clairement, mais ça veut dire que ça ne peut fonctionner qu'à partir du moment où on le partage tous à l'intérieur d'une filière. Et je pense qu'on n'est encore pas à la prise de conscience. Je pense qu'on n'y est encore pas. Je me demande encore combien il y a d'éleveurs qui disparaissent avant que la prise de conscience se fasse, qu'à un moment donné, le jour où il n'y aura plus d'éleveurs, on ne se posera plus de problème, puisqu'on apportera tous nos produits. Donc là, il y a un deuxième sujet. Ensuite, sur la partie plus nationale, donc ça dépend comment les boîtes à outils, et on fait confiance à Arnaud et à Jérémy, comment la machine va sortir de la PAC. Mais attention les distorsions de concurrence. Attention les distorsions de concurrence entre États membres. Cette tentation des plans stratégiques qui est acquis maintenant et sur lequel finalement chaque pays est en train de construire son modèle. Eh bien revenons à la France. Quel modèle agricole la France va défendre dans les années à venir à travers cette fausse renationalisation des politiques agricoles, non plus agricoles, mais politiques alimentaires? Quel sera le modèle que la France va porter à cela? Est-ce qu'elle va aller dans le sens des pays du nord de l'Europe, comme a dit Jean-Marc Toiti, qui mettent en avant innovation-recherche et qui vont chercher les relais de croissance sur ces sujets-là, ou la France va continuer de sanctuariser les territoires pour en faire des réserves d'Indiens et sur lequel on va se poser beaucoup de questions par rapport à la capacité de production? Et puis, un point, moi, sur lequel j'ai un vrai problème et sur lequel il faut qu'on se comprenne bien. Ne confondez pas citoyen et consommateur. Le citoyen veut tout. Absolument tout. C'est bien le problème d'un gouvernement. Et la même personne, consommateur, quand elle rentre dans le magasin, elle fait exactement l'inverse de ce qu'elle dit en tant que citoyen. Et quand je dis tout à l'heure qu'on a un vrai problème agriculturel et culturel, on vit une période en France de la fast-foodisation entre l'urbain et le rural. Et si j'écoute Jean-Marc Toiti, il nous reste une porte de sortie. C'est Marc, hein, c'est pas grave. Pardon? C'est Marc. Marc, pourquoi je dis Jean-Marc? Ben oui. Bah écoute, voilà, appelle-moi Pierre, comme ça ce sera mieux. Voilà. Je termine là-dessus d'ailleurs, Marc. Finalement, comme on est en train de fast-foodiser la consommation française, notamment alors la montée en puissance du steak haché, à la limite, c'est pas un drame si on vend de la viande bovine, on vend du steak haché, mais là, on glisse tout doucement sur le steak végétal, on va bientôt glisser sur le steak unicellulaire, fortement relayé par L214, qui est porté par une plateforme américaine. Très belle stratégie portée par les États-Unis avec L214 en pointe, avec le laisser-faire de la France sur ce sujet-là qui est complètement hallucinant. Et puis une dernière petite nouvelle, je le dis quand même au passage, début d'année, personne ne s'en a aperçu, le concept de viande unicellulaire vient d'être acheté par Unilever et Nestlé. Comme par hasard. Voilà finalement de qui on défend les intérêts. Donc pour conclure, je me disais que finalement, il va nous rester ce que disait Marc, finalement, c'est exporter notre savoir-faire culturel à travers nos produits de qualité qui, eux, au moins, sont demandés sur le marché extérieur. Je m'excuse un peu de l'ironie de mes propos, mais je reviens à ma question fondamentale. Quelle stratégie la France va-t-elle développer pour son modèle agricole de demain? Et ça apportera sans doute une grosse partie des réponses des questions qui se posent dans la salle. Merci Jean-Pierre. Jérémy. On va essayer d'être synthétique, mais il y a eu pas mal de questions, de questions en tout cas d'intervention, qui ne sont pas forcément des questions, mais qui nous appellent aussi forcément à amener peut-être quelques propositions pour la prochaine politique agricole commune. Et moi, modestement, j'ai quand même envie de vous dire
qui me semble être bon à défendre, en tout cas ce que moi je défendrais globalement au niveau européen, et puis ce qui peut peut-être aussi intéresser quand même l'agriculture de ce département, parce que c'est aussi pour ça qu'on est là. Moi je pense qu'en Europe, il y a un gros problème sur lequel les dirigeants doivent se pencher, donc bien sûr Arnaud et moi, mais j'allais dire plus largement aussi le Conseil, la Commission. Il y a un problème démographique au niveau agricole. Il n'y a que 5% des agriculteurs qui ont moins de 35 ans en Europe. Il y en a 50% qui ont plus de 55. Pour relever les défis qu'on se met, ou les objectifs ou les ambitions qu'on se donne, sans paysans, j'ai l'impression que ce n'est pas possible. Donc, va bien falloir quand même se poser la question du renouvellement des générations. Je pense que la PAC, la politique agricole commune, doit y apporter des réponses. On n'a pas forcément à donner de leçons à la France en matière d'accompagnement à l'installation, mais par contre, on doit poser le problème aussi au niveau européen de comment on accompagne à la fois le parterre de paysans qui va quitter le métier et comment on essaye de rendre ça logique et adapté avec le nombre de jeunes qui doivent y rentrer. Pour régler aussi le problème démographique, il y a une question à laquelle, à mon avis, on va être obligé de répondre d'une manière ou d'une autre et d'y répondre assez courageusement. C'est la question du mode de distribution de nos aides, je l'ai dit tout à l'heure. Est-ce qu'on reste avec un mode de distribution où la base est la surface agricole? Est-ce qu'on continue de laisser une politique agricole commune où personne prend le taureau par les cornes, de dire c'est une bêtise de donner des sous, l'argent de la politique agricole commune à des gens qui ne sont pas agriculteurs? Donc est-ce qu'on traite cette question de l'actif agricole, du statut d'agriculteur professionnel ou pas? Je pense que ça, c'est une réponse que doit amener l'Europe. L'Europe, bien sûr qu'elle doit aussi décider s'il doit y avoir des programmes opérationnels ou pas. Mais ce qu'elle doit dire, c'est est-ce qu'on redonne du sens à la politique agricole commune en déclenchant finalement l'aide en fonction du statut de la personne qu'on va aider. Je ne dis pas qu'il faut transférer les aides à l'hectare, tout à l'aide à l'actif. Ce que je dis, c'est que l'élément déclencheur d'une aide de la politique agricole commune pourrait être le fait d'être considéré comme un actif agricole. Donc voilà, ça me semble être des politiques qui reprennent un peu de sens. Ensuite, pour attirer du monde dans l'agriculture, si on ne retrouve pas de l'attractivité, ça a été dit tout au long de la matinée, si on ne retrouve pas de l'attractivité, de l'économie, des finances dans les cours de ferme, personne n'y viendra et on continuera de toute façon à perdre des hommes. On a fait le constat que la libéralisation dans laquelle a choisi d'aller l'Europe, dans le libre marché en tout cas, ça a eu des conséquences pas trop bonnes. Donc comment, ça a été dit aussi par Jean-Pierre, on se réapproprie un peu la structuration de filière? Est-ce qu'on remet en place des outils? Alors, il ne faudra peut-être pas appeler ça régulation, parce que je ne pense pas me tromper, Arnaud, en disant que le mot régulation est encore un peu un gros mot en Europe, mais la gestion des marchés ne doit aussi pas non plus vouloir dire qu'on se bloque de toutes parts. Et on a le droit de prendre exemple aussi sur les États-Unis qui, eux, savent de temps en temps aussi mettre des outils de gestion aussi de marché, de volume, de tout ça. Dans cet argent-là de la politique, cet argent-là doit aussi venir de la politique agricole commune. Et ça nécessitera aussi peut-être qu'on en prenne un peu sur des dispositifs aujourd'hui existants. Il faut peut-être imaginer que une partie de la prime à la vache ira peut-être pour accompagner aussi mieux la structuration de filières, pour dégager de la valeur ajoutée. Ça me paraît pas tout à fait déconnant de penser à ça. Ensuite, pour rendre résilient et essayer d'éviter de perdre trop vite le pognon qu'on pourrait réussir à gagner, il faut aussi mettre des systèmes assurantiels en place qui soient efficaces. Il en existe, on a beaucoup de mal et à les rendre efficaces et à les mettre en œuvre. Pour le coup, aux États-Unis,
la politique américaine est basée à la fois sur de l'aide alimentaire, ce qui permet peut-être aussi d'avoir une société qui est moins réticente à donner des aides aux agriculteurs, et l'autre partie du Farm Bill, c'est des systèmes assurantiels divers et variés qui permettent aussi de mieux résister aux chocs pour les agriculteurs. Juste au passage, les États-Unis font partie des pays qui ont perdu le moins d'actifs ces 30 dernières années. Je n'ose pas donner le chiffre de 0, mais on ne doit pas en être loin. Il se trouve que ça pourrait aussi régler un problème démographique, visiblement, si on prenait quelques exemples aux États-Unis. Je ne dis pas qu'il faut transposer la politique, parce que le modèle agricole américain est sûrement pas le même que le nôtre, et sûrement pas celui que nous souhaitons. Mais par contre, le dispositif d'accompagnement de l'agriculture est peut-être à regarder aussi. Et je pense qu'il faut mettre aussi de l'investissement, je crois que ça a été dit par Marc Toiti aussi, investir dans la recherche et l'innovation. Si la prochaine politique agricole commune ne remet pas du pognon sur ces outils-là, je pense que nous faisons aussi une bêtise. Donc bien sûr qu'il faudra défendre un budget, bien sûr qu'il faudra parler du calendrier, mais ça me semble avant tout plus pertinent de définir quelles mesures nouvelles on va mettre avant de savoir combien de pognon il nous faut et quand est-ce qu'il faut mettre la politique en place. Et juste pour finir, parce que ça nécessitera aussi à ce qu'on s'organise les uns les autres. Il se trouve qu'ici en Saône-et-Loire et en Bourgogne, sur la PAC, il y a une anticipation de la profession pour essayer de ne pas se faire avoir, et c'est plutôt de bon augure. Il y a nécessité à ce qu'en France, on ait un véritable plan de bataille et qu'on s'organise tous ensemble, l'État, la profession, les députés européens, les différents acteurs de Bruxelles pour définir 3-4 mesures. Ça pourrait être ça, la démographie, comment on essaye de retrouver ou de moins perdre des paysans. Est-ce qu'on met de l'argent sur les filières? Oui. On pourrait avoir 3-4 sujets qui, à chaque fois qu'on va à Bruxelles pour défendre quelque chose, sont nos points d'attaque. Et après, bien sûr que chaque région, assez logiquement, pourra aller défendre des mesures peut-être un peu plus spécifiques. Mais si on ne montre pas une certaine unité pour aller défendre une politique agricole commune qui ambitionne quelque chose de plus grand et de plus finalement lisible, c'est ce qu'on a demandé aussi ce matin, eh bien ma foi, si on n'est pas organisé, les Allemands continueront d'être devant nous, les pays du Nord continueront à défendre ce qu'ils ont à défendre et finalement le faire mieux que nous, parce que, tu l'as dit aussi Arnaud, les résultats sont plus positifs. Eh bien ma foi, on sera encore les naïfs finalement du village mondial ou européen, et on repartira avec un budget qu'il faudra essayer de se partager, et parce qu'on aura peut-être été des fois un peu trop conservateur de nos aides, eh ben on donnera un peu d'aide aux éleveurs, un peu de DPB, et puis on n'aura pas donné de sens à notre agriculture. Donc à mon avis, organisons-nous aussi et passons ce message-là de manière un peu ferme et déterminée. Merci Jérémy. Arnaud, en réponse aux questions, conclusion un peu. Je vais faire 4 points assez brefs, le plus bref possible. Il y en a un qui a été évacué parce que j'avais exactement la même formulation, d'ailleurs au mot près quasiment que Jean-Pierre, sur, attention, citoyen-consommateur. Hein, on est tous convaincus que le citoyen, il veut, grosso modo, du local vertueux, quand on parle d'alimentation. Dès qu'il devient le consommateur et qu'il met le pied dans le supermarché, il veut du pas cher, pratique et facile. Hein. Et ça, malheureusement, je veux dire, dans toutes les réunions qu'on fait ensemble depuis des années, j'ai peur qu'on ne s'illusionne parfois un peu trop en prenant le consommateur pour un citoyen. Alors, il y a des frémissements quand même, hein, il y a des prises de conscience. Mais pour l'instant, j'allais dire, ça touche que le haut du panier au sens strict du terme. Hein, ceux qui ont les moyens de le faire. Or, vous voyez bien qu'avec les crises sociales qu'on rencontre, la France n'est pas un pays qui a les moyens. Aujourd'hui. Et donc, les bonnes aspirations vertueuses du citoyen, elles ne se transposent pas dans des habitudes de consommation encore aussi vertueuses, qui privilégieraient le local, le qualitatif, voilà, parce que tout ça a un prix. Il y a des initiatives qui commencent à marcher, on voit, bon, mais attention, il ne faut pas s'illusionner là-dessus. L'effet de masse, il reste quand même sur du pas cher, du facile et du pratique. Hein. Donc attention. Je voulais revenir, sur ce que vous disiez, madame. Moi, je ne crois pas que le discours ambiant aujourd'hui soit plus d'Europe, plus d'Europe, plus d'Europe.
Ben non, électoral, ben non. Ben non, moi je vous ai jamais dit ça. Je crois avoir entendu que c'était une des préconisations. Non, je pense que je veux pas faire injure à Marc qui pourra s'exprimer lui-même, mais ce que j'ai compris de sa démonstration, c'est plutôt du mieux d'Europe que du plus d'Europe. C'est-à-dire, et d'ailleurs, vous avez bien compris. Ça me rassure, ça me rassure. Mais vous étiez très clair. Non, dans le sens où tout le monde a identifié à peu près ce qui marche pas, mais ce qui marche pas justement, c'est ce que vous avez très bien dit, c'est la compétition entre Européens dans un espace qui est censé être un marché unique avec les mêmes règles. C'est ça le problème aujourd'hui. C'est des distorsions de concurrence en interne. C'est des distorsions d'élaboration de stratégie en interne. C'est le fait que la France et l'Allemagne ne sont pas capables de parler ensemble à la Chine. C'est le fait que la France et l'Allemagne ne sont pas capables de se mettre ensemble une politique commerciale alors qu'elle est supposée être commune et gérée par Bruxelles vis-à-vis des États-Unis. Il est là le problème. Donc ce n'est pas plus d'Europe dans l'absolu en disant qu'il faut absolument agrandir, renforcer, approfondir. C'est surtout qu'il faut mieux d'Europe, c'est-à-dire sur des dispositifs qui sont censés être communs. La politique agricole est censée être la plus commune des politiques agricoles. La politique commerciale est censée être une politique commune. Là-dessus, c'est pas normal qu'on n'ait pas des outils beaucoup plus communs pour avancer. Et quand vous dites, mais il y a dans ce contexte européen, on a détruit de l'emploi, on a détruit de la valeur et tout. Est-ce que c'est l'Europe vraiment qui a détruit ça ? Moi, la question qu'il faut toujours se poser, c'est comment ça se fait qu'en Europe, il y a des pays qui, eux, sont très contents et qui trouvent que ça marche très bien. Il faut peut-être se regarder un peu le nombril aussi et voir ce qui ne va pas chez nous. Parce que moi, je veux bien qu'on dise que ça soit la faute à l'Europe, mais d'abord, il y a des pays européens avec les mêmes règles européennes qui s'en tirent très bien. Et puis, vous avez aussi l'alternative qui est de se dire, si l'Europe n'était pas là, est-ce que ça marcherait mieux ? Honnêtement, j'en suis pas certain. Il y a peut-être des choses qui marcheraient mieux. Au niveau agricole, si vous enlevez un certain nombre de filets européens, bon, c'est un débat qui est légitime et puis qu'on peut ouvrir, mais qui, à mon avis, a des réponses beaucoup moins tranchées que celles que vous semblez induire. Bon, le deuxième point, sur les politiques commerciales, c'est très important, ça mériterait un débat en soi, et le diable est toujours dans les détails, donc je vais essayer de m'efforcer de pas trop caricaturer. Moi, je vais vous dire une chose, je pense qu'il ne faut pas qu'on se trompe de combat. Et c'est quelqu'un qui n'a pas voté le CETA qui vous le dit. Mais honnêtement, je pense que la bataille, elle mérite plus d'être sur le Mercosur que sur le CETA. Et que dire CETA-Mercosur, c'est pareil, il faut tout rejeter, on prend des risques. D'abord parce que, objectivement, le CETA avait des bonnes dispositions dedans. Il y en a une problématique, c'est sur la viande, c'est vrai. Mais d'ailleurs, on l'a dit, oui, non mais c'est pas neutre. Simplement, il faut être conscient... Moi, je vais vous dire, on va se parler franchement. Hein, nous, on est là pour en prendre plein la gueule, les politiques, c'est notre rôle, il n'y a pas de problème, on fait le tampon, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'aimerais bien qu'on se parle franchement jusqu'au bout. Alors, je vais vous dire franchement une chose sur le CETA. Et encore une fois, je suis très à l'aise pour le dire, parce que moi, je n'ai pas voté le CETA, et j'ai fait partie de ceux qui ont signé des lettres et des lettres à la Commission, Jean-Pierre en est témoin, pour leur demander des clauses de surveillance, des clauses de révision, des compensations, tout ce que les Canadiens ont, eux, obtenu sur le lait. Hein. Puisque nous, ce dont on se plaint sur la viande, il faut savoir que les Canadiens s'en plaignaient sur le lait. Un accord commercial, c'est toujours comme ça, hein, c'est du donnant-donnant. Bon. Moi, au mois de mars, quand j'étais au Salon de l'Agriculture, et tu n'y étais pas, Jean-Pierre, parce que tu aurais peut-être été d'ailleurs dans une optique différente, quand j'ai bouffé avec les gens de la filière Interbev, que je leur ai posé clairement la question, le CETA, on en est où ? Ils m'ont dit, oh, vous inquiétez pas, il n'y a que 2% des quotas canadiens qui ont été pris sur la viande. Hein ? Alors, il faut se dire la vérité aussi, hein. Moi, je veux bien qu'après, on dise « Ah, c'est horrible, ça fout notre filière en l'air et tout ». D'abord, notre filière, elle est pas bien mal en point bien avant le CETA, hein, premièrement. Et deuxièmement, aujourd'hui, le CETA, économiquement, sur la filière, il n'a pas d'impact. Mais ça ne veut pas dire que demain, il n'en aura pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas un point de vigilance. Non, mais d'accord. Mais on peut toujours se faire peur en permanence, hein, si vous voulez. Moi, je pense qu'il y a déjà suffisamment de facteurs objectifs de peur pour ne pas en rajouter des qui ne sont pas avérés, si vous voulez. Non, mais la vérité, Christian, tu peux secouer la tête, elle est là, la vérité. C'est que quand on me dit, moi je ne connais pas, je ne suis pas éleveur, je ne suis pas dans la filière agricole, je demande aux professionnels. Et quand les professionnels me disent, Monsieur Danjean, aujourd'hui, à l'heure où on vous parle, ce n'est pas un sujet, parce que de toute façon, les Canadiens ne sont pas organisés pour remplir leur quota, et ils en ont rempli que 2%. Donc aujourd'hui, demain, il faut rester vigilant, mais aujourd'hui, ce n'est pas un sujet. Eh bien, moi, ça me paraît bizarre que le lendemain, on mette tout le monde dans les rues en disant le CETA va nous assassiner.
Par contre, le Mercosur, je pense qu'il y a un vrai combat beaucoup plus fort à mener. Je vous le dis avec d'autant plus de bonne foi et que moi-même, je suis de ceux qui disent attention, vigilance sur le CETA. Mais il ne faut pas qu'on se trompe de combat non plus. Parce qu'aujourd'hui, le CETA, pour plein de branches, c'est positif. Et l'économie française, c'est ça aussi. Donc il faut tenir compte de ça. Et deuxièmement, sur les accords internationaux, il y en a d'ailleurs qui marchent très bien, dont on ne parle jamais. La Corée, le Japon, ça marche très bien. Personne n'en parle. Bon, donc tout n'est pas acheté. Et n'oubliez jamais que les autres nous regardent. Donc il faut qu'on défende nos intérêts, évidemment. Mais que si on est en permanence ceux qui disons on n'en veut pas, on n'en veut pas, on n'en veut pas, il y a un moment, il y a des frontières qui vont se fermer en disant mais vous voulez pas, vous les Français, vous voulez pas de trucs internationaux. Eh bien vous en aurez pas. Mais vous étonnez pas qu'il y a certains marchés qui nous soient fermés après. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est une question qui est très complexe, qui est très subtile, dans laquelle, d'ailleurs c'est comme ça qu'on devrait poser les choses, il y a des intérêts offensifs, il y a des intérêts défensifs. Ce que je partage totalement avec vous, et ce pour lequel il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre Jean-Pierre, Jérémy et moi et votre profession, c'est qu'il n'est pas acceptable que l'intérêt défensif systématiquement sacrifié, ce soit la viande bovine. Là-dessus, on est bien d'accord. Là-dessus, on est bien d'accord. Et le fait de vouloir sortir l'alimentaire et l'agricole de ces contrats donnant-donnant qui sont effectivement systématiquement en notre défaveur, c'est tout à fait légitime, mais politiquement, on défendra ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Moi, je veux aller un tout petit peu plus loin que ça en vous disant, attention, quand on fait du bruit, quand on veut monter au créneau et quand on veut combattre, il faut choisir le bon combat pour ne pas avoir d'effet boomerang. C'est tout ce que je vous dis. Et il faut faire attention à ça. Troisième petit point, je reviens parce qu'il y a plein de choses dont on parle, j'espère pas trop bêtement, mais sur lesquelles il faut être conscient qu'on aura peut-être un pouvoir limité à l'arrivée, parce qu'on sera que quelques députés sur, encore une fois, une assemblée où il y a 28 pays, 750 députés. Il y a un endroit où on a vraiment une influence, parce que par définition ça se passe là, c'est sur tout ce que tu disais, Christian, sur la région. Parce que là, c'est bien nous, les régionaux de l'étape, de décider. Ça a été foiré la dernière fois, il ne faut pas se cacher. Hein. La négociation sur l'argent géré par la région au niveau du deuxième pilier, ça a été un fiasco au niveau agricole. Pourquoi ? Moi, je vais vous dire très simplement pourquoi, est-ce que j'en ai vu de l'intérieur, parce qu'il se trouve qu'à l'époque, j'étais aussi conseiller régional. Ce qui s'est passé, c'est que dans les réunions de programmation, pour prévoir les planifications opérationnelles, la profession agricole, dans sa diversité, était ultra minoritaire. Tous ceux qui sont venus assister aux réunions et préparer les plans opérationnels, c'était, et je ne vais pas faire de démago devant vous, c'était que des associations environnementales et environnementalistes, très militantes, mais des structures très bien organisées, qui savaient ce qu'elles voulaient obtenir, qui avaient déjà tout préparé et qui sont arrivés et qui ont déroulé leur truc. Il est vrai qu'ils ont trouvé aussi politiquement des échos très favorables dans la majorité en place, il faut dire les choses, hein. Après tout on parle aussi de ça, et que les représentants de la profession agricole et des filières agricoles ont été portion congrue. Et du coup, une bonne partie de l'argent qui aurait dû revenir, comme ça a été le cas en Bretagne ou dans d'autres régions, vers de l'actif agricole et vers l'acte de production agricole et tout ce qui l'entoure, et l'amélioration des filières et les performances et tout ça, est parti sur moi ce que j'appelle des structures intermédiaires, des structures d'ingénierie environnementale, hein, qui prennent le gros des crédits européens, qui s'en gargarisent beaucoup, mais malheureusement, ça ne retombe pas là où ça devrait retomber. C'est ça qu'il faut... Là-dessus, il faut être très offensif pour la prochaine fois. Il faut saturer le dispositif. Hein. Si vous voulez obtenir quelque chose, il faut saturer le dispositif. Mais ça, on peut y travailler évidemment ensemble. Je crois que ça a été bien compris. Et je vois aussi, dans l'attitude de la région vis-à-vis de l'Europe, un effort très important. Le fait que vous soyez venu déjà plusieurs fois, que vous rencontriez les bons acteurs aussi au niveau européen, très en amont, c'est un bon signe, ça prouve que ça a été compris. Mais il faut revenir sur le fiasco de la dernière fois, parce que là, pour le coup, c'est un vrai fiasco, et on ne peut pas se permettre que ça recommence. Parce que, comme vous l'avez dit, vu les difficultés qu'il va y avoir, et les difficultés budgétaires, je pense que ce qui est à prendre, il est là. Hein. Il sera pour beaucoup à prendre la flexibilité, on la trouvera dans le deuxième pilier géré au niveau régional. Et là, il va falloir y aller. Voilà les points que je voulais dire. Juste un point, peut-être pas de désaccord, mais une nuance avec Jérémy. Je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que c'est un vieux combat sur essayer de parvenir à la définition de l'actif agricole au niveau européen. Après, sur le déclenchement des aides, je dis juste attention. Attention, parce que la surface nous bénéficie quand même.
si jamais on découple complètement par rapport à la surface, la France va être la grande perdante. Hein. Donc oui, à la définition d'un actif agricole, mais tu sais mieux que moi que c'est extrêmement compliqué à l'échelle européenne, mais toujours le maintien quand même de la surface comme principe de base, parce que sinon, là, on va avoir en convergence externe avec les pays de l'Est en particulier, on est bouffé après. Hein. Et sur un budget qui non seulement pas extensible, mais qui est plutôt même en retrait, ça risque d'être très très compliqué pour nous. Donc dans la façon dont on porte cette revendication de la définition de l'actif agricole, il faut qu'on fasse attention que certains ne nous prennent pas au pied de la lettre pour changer ça en déclenchement des paiements, quoi. Voilà. Marc ? Oui, moi je vais faire très court parce que je pense que vous avez faim et que soif aussi, et puis qu'il est tard, et puis qu'on va pas faire du fast-food parce qu'on a dit qu'on était contre. Alors forcément, non, simplement, bon, évidemment, encore une fois, je pense qu'il faut pas faire de complexe d'infériorité. On a une agriculture qui est de pointe, des entreprises qui sont de pointe. Il faut simplement que nos dirigeants, évidemment, arrivent à nous faire baisser massivement cette pression fiscale qui nous fait beaucoup de mal. C'est ça aussi le grand danger, avec des distorsions finalement de concurrence. Donc, si vous faites ces stratégies, je suis sûr que parmi vous, vous en faites. Moi, je suis pas inquiet pour vous. Ça ne sera pas forcément facile, mais vous serez forcément des gagnants des crises passées et des crises à venir. Encore une fois, c'est tout le mal que je vous souhaite. Et même si c'est bientôt Noël, je suis sûr que vous allez réussir pour 2020 et les années à venir. Il faut juste avoir cette confiance, cette communication, cet esprit, je dirais, offensif. Et juste pour terminer, par rapport aux États-Unis, parce que c'est vrai que l'exportation, c'est important, mais n'oubliez pas, aux États-Unis, l'exportation, c'est que 12% du PIB américain. Alors que nous, c'est 30%. Donc ce qui compte avant tout, c'est d'avoir notre marché. D'être très bon, effectivement, aussi sur notre marché, d'avoir une consommation en interne pour être plus dynamique. Donc je suis sûr qu'on se reverra dans les prochaines années, que vous serez des gagnants de toutes les difficultés à venir. Merci encore. Alors, avant la conclusion, Jean-Pierre souhaite réagir en 30 secondes sur le CETA. Et 30 secondes sur le CETA. Arnaud, tu sais qu'on est amis et on le restera. Et avec Jérémy, on travaillera parce que j'ai toujours le sens de la responsabilité. Mais quand même, deux sujets sur le CETA. Le premier, quand je vois qu'on a la veille de l'interdiction du glyphosate en Europe, d'un produit qui est utilisé non pas sur les cultures pour les faire mûrir plus vite, comme ça se fait au Canada, alors qu'au Canada, on va continuer de l'utiliser sur les cultures et importer les produits qui vont être faits avec ça. Point 1. Point 2. OK, le sujet viande bovine. OK. Mais alors pourquoi on a mis la viande bovine dans l'accord puisqu'il ne va pas rentrer? Je rappelle que la viande bovine, elle est classée produit sensible. Dans la notion de produit sensible, il y a deux entrées. Il y a la notion d'un contingent et il y a la notion d'exclure le secteur de la négociation. Donc si ça n'avait pas d'impact, il fallait nous suivre et il ne fallait pas mettre la viande bovine dans la négociation et il fallait la mettre dans le volet exclusion. Moi, à un moment donné, je vais vous dire, ça commence à suffire, quoi. Si ça n'a pas d'impact, il ne fallait pas le mettre dans la discussion. On n'en parlerait pas. Je t'ai dit que c'est la profession qui m'a dit qu'au jour d'aujourd'hui, tu sais très bien, il n'y en avait pas encore d'impact. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. C'est pas ce que les éleveurs disent. C'est pas ce que les éleveurs disent. Je vous propose, c'est comme après, on va aller sur la conclusion, et vous pourrez en discuter autour d'un verre. Bernard, je te laisse conclure, et puis après, il y aura des discours de conclusion. Ah oui. Enfin, juste en deux mots, je remercie vraiment parce que, c'est vrai que, je vais reprendre le terme de Luc, l'interconnexion. Je pense que l'objectif était d'inscrire cette réunion, cette session chambre dans un calendrier par rapport à un dossier qui est sensible, et je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est vrai que l'interconnexion entre les gens, les niveaux qui travailleront sur la PAC est pour moi importante, parce que nous, une de nos missions sur le terrain, c'est aussi quelque part d'apporter des éléments, c'est aussi de rassurer des agriculteurs, c'est aussi de leur faire sentir qu'il y a des structures et des niveaux qui travaillent, c'est aussi de mesurer, parce que moi je partage l'analyse, c'est trop facile de dire tout ce qui va bien est grâce à la France et tout ce qui va mal est de la faute de l'Europe. Je trouve ça un peu réducteur. Je pense que l'Europe est un niveau sur lequel il y a des directions qui se prennent, il y a une unité qui se crée. Voilà, après, chacun à son niveau a le devoir de se positionner par rapport à ces structures-là. Donc voilà, en tout cas, merci à vous. Merci de votre participation. Je vais demander à... Je pense qu'on peut encore applaudir nos intervenants parce que le débat est riche.
D'autres invités,